au mois de novembre 2022, l'arrivée dans le domaine public du robot conversationnel, du chatbot, comme on dit, ChatGPT. Alors, j'ai une très mauvaise prononciation en anglais, j'ai jamais fait d'anglais, donc vous m'excuserez, des fois je vais dans les oreilles. Donc, ChatGPT, sachez le dire, a provoqué un véritable tsunami médiatique, et puis depuis, cela ne cesse de susciter fascination, rejet, enthousiasme, et la plupart du temps, incompréhension. Pourtant, depuis le milieu du siècle dernier, l'algorithmique a envahi notre quotidien. De la prise de rendez-vous médical à l'achat de billets en ligne, des moteurs de recherche sur Internet, à votre téléphone, de la conduite automobile, et c'est bourré d'électronique maintenant, au GPS, les systèmes experts et autres robots électroniques font aujourd'hui partie de notre vie. Mais commencer un dialogue, et on avait le débat d'ailleurs tout à l'heure, commencer un dialogue avec un chatbot déclenche immanquablement une projection par l'être humain de notre humanité vers la machine, due à la capacité de celle-ci à utiliser un langage, je mets des guillemets, naturel. Voilà. Donc, on va lui attribuer, même lorsqu'on sait que c'est qu'une illusion, on va lui attribuer des intentions, des valeurs morales, de l'empathie, et surtout, on va lui attribuer la compréhension de la signification des mots et des phrases qu'elle génère. Or, rien n'est plus faux. Mais l'incompréhension de beaucoup d'entre nous, et moi le premier, je bosse pour faire ça, devant cette mystérieuse intelligence artificielle, est normale, car, comme pour toutes les sciences, les fondements de l'informatique demeurent très obscurs à presque tout le monde, hormis les professionnels, bien entendu. Ce qui n'est pas, à mon avis, sans poser de gros problèmes, les nouveaux algorithmes, comme les chatbots justement, ou les logiciels de reconnaissance d'image sont susceptibles de soulever des problèmes éthiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, liés à leur usage par le grand public ou par des entités publiques ou privées souvent d'ailleurs, qui rechercheraient par là profit et manipulation des esprits. D'où la nécessité d'en comprendre un peu plus. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Alors, je vais essayer, je ne vous garantis rien, moi je ne suis pas un spécialiste. Dans un premier temps, moi je vous propose, on sait que l'homme de tout temps, on peut remonter jusqu'au grec, l'homme a cherché à réduire ses efforts et à améliorer sa productivité à l'aide de machines qui puissent le remplacer dans tous les domaines, y compris dans la dernière période, parmi les domaines de la pensée. Et puis on verra que cette quête, avec l'explosion de l'informatique, a conduit dans les années 5, à partir des années 50 d'ailleurs, à la notion d'intelligence artificielle. C'est pas nouveau, Et nous essaierons, autant que faire se peut, je ne vous garantis rien, sans entrer dans les aspects trop techniques, trop mathématiques, d'expliquer cette fameuse IA et son fabuleux développement depuis le début de ce siècle. Et puis, pour être un peu plus concret, moi je vous propose qu'on s'arrête plus précisément sur ChatGPT, parce que c'est de ça qu'on parle, pour en casser le mythe, et en voir les limites et les failles, et je peux vous dire qu'il y en a. Enfin, nous reviendrons sur les problèmes éthiques, économiques, politiques, soulevés par l'invasion de notre quotidien par cette intelligence artificielle, et puis on pourra peut-être se poser très rapidement à la fin, que faire, comme disait un illustre révolutionnaire. Alors depuis la nuit des temps, les hommes sont fascinés par les automates, les robots, les androïdes, je ne vais pas vous revenir sur Platon, etc., mais on a des tas de traces. Et si au Moyen-Âge, la peur d'être accusé de sorcellerie a probablement freiné la fabrication d'objets animés, qui d'ailleurs visaient beaucoup plus à étonner et à amuser qu'à être utiles, les hommes n'en continuèrent pas moins à essayer de construire des machines qui leur ressemblent. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire des automates, c'est très riche, très très chouette. Mais avec l'essor industriel, à partir du 19e siècle, la fabrication d'automates vise à des objectifs beaucoup moins frivoles, et va intervenir peu à peu dans la production. Alors, c'est assez tôt quand même. Par exemple, le premier métier à tisser automatique, je dirais, c'est Basile Boachon en 1725. Ça fonctionne d'ailleurs, il y a des cartes perforées comme les IBM dans les années 60. Et puis, cette invention sera reprise d'ailleurs par Jacques Vaucanson, qui a fabriqué beaucoup d'automates pour jouer en 1945, et puis repris, bien entendu, au tout début du 19e siècle par Jacquard, le célèbre métier Jacquard, dont on a entendu parler. Puis arrive la fée électricité. Alors les automates vont être considérablement améliorés, et au début du XXe siècle, les premières machines automatiques sont programmées. Alors, programmées, c'est ce que je dis, mais elles sont fabriquées pour faire une tâche bien précise, ne pas en sortir. Il y a besoin d'un contrôle permanent, parce qu'il n'y a pas de moyen d'arrêt automatique. Je pense au métier à tisser, parce que moi je viens de Troyes, et donc il y a plein de métiers à tisser, là ça tourne, mais il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un pour regarder si le fil casse, etc.
Et puis, il faudra attendre les lendemains de la Seconde Guerre mondiale pour équiper ces robots. Alors, ça vient du tchèque robota, qui est un mot qui apparaît dans une pièce de théâtre, ça veut dire besogne, corvée. Donc, pour équiper ces robots d'organes sensoriels, de capteurs qui leur permettent de réagir à leur environnement. Voilà. Donc, grosso modo, on arrive sur ce terrain-là. Et c'est, durant la même période, que sont apparus et se sont développés les premiers ordinateurs. Alors, il faut rappeler déjà que dès 1937, un grand logicien et un grand mathématicien, Alan Turing, tout le monde a dû peut-être entendu parler, avait posé les bases de la calculabilité et décrit ce qu'on appellera plus tard la machine de Turing, c'est-à-dire c'est un objet mathématique, purement mathématique, hein, ça n'a pas été fabriqué, ça c'est le principe qu'il en a posé, qui est le premier calculateur universel programmable. Alors je vais aller très vite pour la présentation parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais il y a un ruban qui est quasiment infini, avec des cases. Dessus, il y a souvent c'est des symboles, mais là on va prendre le 0 et le 1 parce que c'est ce qui fonctionne avec les ordinateurs. Vous avez une tête de lecture qui se balade là-dessus. Vous avez un registre d'état qui enregistre qu'est-ce qu'il y a actuellement dans la machine. Et puis, une table d'action, des règles, qui dit, voilà, quand tu arrives sur telle case, s'il y a tel symbole, tu l'effaces, tu mets telle chose, ou tu vas à 3 cases à droite, ou tu vas à 5 cases à gauche, etc. Et l'idée, c'est qu'en faisant ça, et c'est pas l'idée, c'est que le principe est juste, on peut programmer à peu près toutes les actions qui pourront s'expliquer pas par pas, morceau par morceau. Hein? Donc c'est la machine qui est universelle pour ça, c'est le modèle générique de tout processus que l'on peut décrire pas à pas. Et on peut ainsi simuler tout processus, en particulier les processus mécaniques, hein, mais tous les processus artificiels comme naturels. Pour marcher, d'abord il y a un muscle qui va tirer sur le genou, après on va faire avancer le pied. On peut décomposer absolument tout ça pour la saisie. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dès le début dans les usines, avec les pinces de préhension automatique, je prends tel objet, je le mets à telle place, etc. Alors il faut bien voir que ça c'est d'abord un objet mathématique, conceptuellement puissant, mais ça va vite conduire à la fabrication des ordinateurs et plus généralement à la fabrication d'automates, de robots en tout genre, qui vont envahir d'abord les usines et puis aujourd'hui notre vie quotidienne. Alors les ordinateurs, ça commence en 1937. George Stibitz, il fabrique ce premier circuit binaire des 0 et des 1, c'est ce que je dis, binaire, on travaille qu'avec des 0 et des 1. Voilà, j'explique pour ceux qui c'est un simple additionneur, ça ne fait que de l'addition, c'est électrique. Il l'appelle le modèle K parce qu'il l'a fabriqué dans sa cuisine, dans sa kitchen. Hein, voilà. Et puis la même année, il y a deux Américains, Atanasoff et Berry, qui vont fabriquer donc, le premier ordinateur électronique, celui-là, donc le Atanasoff Berry Computer, et qui va être testé avec succès en 1942. Hein. Il ne fait pas grand-chose, hein. Il fait beaucoup moins, 1000 fois moins que votre téléphone portable. Hein. Mais c'est le début. Entre 40 et 47, Stibitz il va continuer à les développer, en particulier il va faire 5 trucs qui vont sortir derrière, qui sont des complex number computers. Pour ceux qui ont fait des maths, c'est un des premiers calculateurs qui travaille avec des nombres complexes, qui est quand même un niveau supérieur à la simple calculatrice. Voilà. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et là je vais assez vite parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire. Hein. Le Royaume-Uni fait de grands efforts pour décrypter les messages de la marine allemande et qui sont codés avec la fameuse machine Enigma. Et donc on réunit les meilleurs mathématiciens, les linguistes, les joueurs d'échecs, les cruciverbistes, enfin on réunit 40 personnes dans le manoir de Bletchley Park qui cherchent pendant des années pour arriver à décoder cette machine qui était assez compliquée. Hein. Si vous voulez, un jour, je vous ferai l'histoire de la cryptographie, je fais aussi. Turing va fabriquer cette machine qu'on appelle la bombe, qui n'est pas un ordinateur, c'est purement électrique et mécanique, mais ce n'est pas un ordinateur. Il l'a fabriqué d'ailleurs à partir des prémices qui avaient été faites par les services secrets polonais. Hein. Mais il va construire cette machine, mais ça va faire avancer dans l'idée qu'on peut faire une machine qui soit un ordinateur, je dirais. Et donc, ils vont gagner, en 1943, ils déchiffrent les messages allemands. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à la même période, il y a une autre machine qu'on appelle le chiffre de Lorentz, qui est utilisée par Hitler pour communiquer avec ses généraux, et qui est beaucoup plus compliquée. Et là, eux, ils n'arriveront pas à le défaire, mais c'est pour ça qu'en décembre 1943, Newman et Tommy Flowers vont fabriquer, ça c'est un ordinateur, Colossus. C'est le premier vraiment ordinateur qu'on peut dire. Je ne vous en dirai pas plus sur lui parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il a été détruit à la fin de la guerre. On l'a complètement détruit. Voilà. Mais ça y est, on est lancé. Et donc en février 1944,
Eh bien voilà, IBM fabrique donc le Mark I avec l'université d'Harvard. C'est le premier grand calculateur numérique construit aux États-Unis. C'est une machine électromécanique, automatique, avec très peu de possibilités de programmation, faut le dire. Je vous dis, c'est des trucs qui font 100 000 fois moins que votre téléphone portable. Il faut attendre 1946 pour que, voilà, Ecker et Moseley fabriquent avec IBM, là, l'ENIAC. Alors, c'est un petit ordinateur, 30 tonnes, 72 mètres carrés, 18 000 lampes, 2 moteurs de 12 chevaux pour la ventilation. Il n'y a pas de transistor, on a que des diodes, donc des lampes. Donc ça chauffe énormément. Et donc c'est une délimitation d'électronique. Et puis après cela, IBM va lancer ses secondes générations en 56, troisième génération en 63, quatrième génération en 71 avec l'arrivée des premiers microprocesseurs. Et puis voilà. Juste pour vous donner une idée, en 59, il y a 20 ordinateurs en tout et pour tout en France. En 68, il y en a un peu plus de 2000. Et là, grosso modo, ça double toutes les années. Donc aujourd'hui, on a plusieurs millions d'ordinateurs en France, et dont les capacités de calcul sont... Il n'y a aucun rapport entre l'ENIAC et ce qu'on fait aujourd'hui. La plus petite des calculatrices fait plus de choses que l'ENIAC. Voilà. Alors, difficile d'arriver à ce moment de l'histoire de ne pas parler de la cybernétique. En tant que discipline, la cybernétique n'aura existé officiellement que de 42 à 55. Mais elle va alimenter les recherches et les débats, y compris dans le domaine de l'intelligence artificielle et des ordinateurs, jusqu'à la fin des années 60. À l'origine, c'est encore une fois l'armée américaine, qui demande à un grand mathématicien américain, Wiener, de mettre au point un système de défense antiaérien, donc pour prévoir le mouvement des avions et pouvoir tirer dessus. Et faute de capacité de calcul suffisante, il ne va pas réussir. Mais il va continuer ses recherches, et ça va inspirer de manière capitale la conception des supercalculateurs électroniques qui vont naître donc dans les années 50 et 60. Et de 45 à 53, il va réunir un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, d'anthropologues, de psychologues et d'économistes dans ce qu'on va appeler les conférences Messie. Alors voilà, il y a tout ce beau monde là, dont les travaux portent sur des notions. L'idée, c'est des notions qu'on peut transposer facilement des machines au comportement de l'être humain. Et c'est en 1947 que Wiener introduit le néologisme cybernétique et définit ça comme la science de la communication dans l'être vivant et dans la machine. Parce que pour les travaux de Wiener et de ses collègues, ça va s'articuler autour des concepts d'information, de communication, de contrôle donc, de fonctionnement logique, et surtout, eux ils vont développer un concept clé qui aujourd'hui est à la base de l'intelligence, de tout ce qui se fait sur les ordinateurs et l'intelligence en programmation et l'intelligence artificielle, c'est la notion de feedback, de rétroaction. Je fais quelque chose, obligatoirement ça a un effet, donc il y a un effet en retour que je dois prendre en compte pour refaire quelque chose, etc. Et par exemple, quand je vous parlerai des réseaux de neurones formels, il y a énormément de boucles de rétroaction à l'intérieur pour réagir, etc. Voilà. Alors, parce que pour les cybernéticiens, et ça va d'ailleurs il y aura des débats philosophiques là-dessus, malgré les profondes différences de structure, on peut ranger pour eux certaines machines et la plupart des organismes vivants dans la même classe des systèmes auto-organisés d'échange informationnel. C'est pour eux, la communication, c'est la forme d'être existentiel, je dirais, des phénomènes et des comportements dont le contrôle est régulé justement par l'effet de feedback. Voilà. Et c'est grâce à ce réductionnisme, je dirais, que fonctionne la cybernétique, c'est-à-dire que je ramène le réel à tout simplement des histoires d'informations qui circulent d'un endroit à l'autre. Donc obligatoirement, je peux traduire ça en termes mathématiques, je peux donc faire des calculs et passer dans le domaine abstrait, totalement abstrait, me libérer de la complexité, en partie de la complexité du réel. C'est un peu l'idée qu'il va y avoir derrière. Alors, cette cybernétique, elle va être un peu abandonnée, mais ça sera repris en grande partie à travers l'IA, à travers l'intelligence artificielle, mais ça a conduit au développement de l'ingénierie automatique, de la robotique, de la neurobiologie, d'Internet y compris, et c'est encore utilisé en sociologie, dans les sciences de l'information et de la communication. Et puis, elle a jeté les bases du traitement binaire et logique de l'information que font aujourd'hui les ordinateurs, et elle a jeté, y compris, les bases de l'intelligence artificielle, à savoir les liens qui unissent l'esprit humain et le fonctionnement des logiques des machines. Et on verra que ça a été repris en grande partie dans une des deux branches qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui se sont plus ou moins confrontées, j'aurais tendance à dire, mais qui aujourd'hui sont totalement complémentaires, et donc ça se traduit en particulier dans une branche qu'on appelle le cognitivisme. Mais j'y reviendrai. Alors,
bon, je vais aller très vite là. Au début des années 50, la robotique est issue des nouvelles technologies développées durant la guerre, l'électronique, l'automatisme et l'informatique. Alors, au départ, les robots vont être utilisés dans deux domaines. L'industrie manufacturière, pour des tâches répétitives, hein, on remplace les salariés quand ça se répète, et puis dans les besoins en environnement hostile, c'est-à-dire dans les eaux profonds, dans les piscines autour des centrales nucléaires, etc. On en verra là-dessus, hein, ça passe, je ne vais pas les citer tous. Et donc, les robots sont capables de suivre des trajectoires programmables, tout en interagissant, il faut le reconnaître au début, un minimum avec leur environnement. On peut grossièrement dire qu'un robot, c'est quoi? C'est une partie purement mécanique, avec des bras de préhension, des capteurs, etc. Des systèmes électriques, des systèmes hydrauliques, des systèmes pneumatiques, et puis d'autre part, une composante qui sera de plus en plus informatique, hein, au fur et à mesure que les ordinateurs vont se développer, qui est avec des logiciels de programmation. Et donc, ils vont se développer très vite, et on va peu à peu même les doter de capteurs, de choses qui subissent la pression, etc., et qui vont interagir avec la programmation, et bon, on arrive aux machines qu'on a aujourd'hui, quoi. Alors, au départ, c'est industriel, ça va passer dans le domaine des services, de plus en plus, hein, on le voit ici, ou dans le domaine de la santé, hein, où on a des robots aussi qui fonctionnent, dans le domaine des services, dans la logistique, hein, pour trier les paquets et tout ça, et puis ça va passer aussi dans le domaine quotidien, dans votre quotidien, avec la domotique, avec les aspirateurs qui marchent tout seuls, le lavage de votre piscine qui marche tout seul, dans l'agriculture, hein, voilà, avec les tracteurs qui roulent sans personne, là, hein, avec les GPS, voilà. Aujourd'hui, on a des robots partout, hein, voilà, l'aspirateur, c'est facile, ça, on peut se reposer, la piscine, même dans le domaine du sport, hein, dans le domaine du sport où les piliers des piliers au rugby peuvent s'entraîner sur des fausses mêlées, et ça marche très bien parce qu'on va pouvoir réagir à toutes les poussées et tout ça, donc voilà, c'est un domaine où ça c'est bien aussi. Donc, obligatoirement, et ça va commencer dès les années 50, la question qui va se poser, c'est la machine peut-elle penser? Alors, dans un article qu'il a appelé Machine de calcul et intelligence, enfin c'est la traduction, Alan Turing se pose la question des machines intelligentes en précisant que pour lui, poser la question la machine peut-elle penser, c'est absurde. Il dit, il ne faut pas dire ça, il faut la remplacer par la question la machine peut-elle tenir la place d'un humain dans le jeu de l'imitation? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle et tout ça, un des trucs qui revient assez souvent, maintenant on en parle moins, mais au début, c'est le test de Turing. Alors, ce qu'on appelle le test de Turing, c'est simple. Vous prenez deux salles. Hein. Dans une, vous mettez un homme, un humain, hein, ou une femme, mais un humain. Et dans l'autre, vous mettez une machine, qui normalement, c'est elle qui va passer le test. Et puis, à l'extérieur, il y a un interrogateur qui a le droit de poser toutes les questions qu'il veut. Et la machine, comme l'humain, ont le droit de répondre ce qu'ils veulent, de mentir, etc. Il faut qu'ils répondent. Et si, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de questions, l'interrogateur est incapable de différencier, de dire où est la machine, ou même se trompe et dit que la machine c'est l'humain, alors la machine a passé avec succès le test de Turing. Et donc on dira que c'est une machine, non pas qui pense, mais qui a passé avec succès le test de Turing. Dès le début, la pertinence de ce test a fait l'objet de nombreuses critiques, en particulier c'est John Searle, un philosophe américain, qui va dire, mais il va développer l'expérience de pensée. Vous savez, c'est une expérience qu'on ne fait pas, mais qu'on imagine, qu'il appelle la chambre chinoise. Il dit, voilà, moi, par exemple, prenez grand nom, moi, il ne parle pas un mot de chinois, je n'ai jamais vu du chinois de ma vie. Et si on me met dans une salle avec suffisamment d'enregistrements, que j'entends, de livres, où il y a parfaitement tout le chinois, même si je ne comprends absolument pas ce que je dis, je vais pouvoir tromper un sinophone quand on rentre en salle de l'extérieur, qui dira, ce type-là parle bien chinois, c'est un chinois, quoi. Eh bien, pas du tout. Même si je ne comprends rien, eh bien, alors je dis ça parce que je peux vous dire que c'est exactement ce qui se passe avec les robots conversationnels. Ils parlent très bien. Ils parlent très bien. Ils ne comprennent rien. Voilà. On y reviendra. Et voilà. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, l'article de Turing va ouvrir la voie à la naissance des recherches sur l'intelligence artificielle. Et donc, 5 ans plus tard, en 1955, John McCarthy, c'est lui qui va inventer d'ailleurs le mot intelligence artificielle. Et Marvin Minsky, alors l'un est du MIT et l'autre est de l'université Carnegie Mellon, ils vont ouvrir une école d'été pour développer une nouvelle discipline, donc qu'ils appellent intelligence artificielle, et qu'ils définissent comme
la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Cette conférence a lieu donc durant l'été 56 avec tous ces gens-là au Dartmouth College. Et donc ils vont travailler, ça va être les fondateurs de la discipline, donc qui repose sur une conjecture selon laquelle toutes les fonctions cognitives, toute la cognition, donc alors, je ne suis pas exhaustif, mais c'est l'apprentissage, le raisonnement, le calcul, la perception, la mémorisation, voire la découverte scientifique ou la création artistique. Et bien tout ça, ça peut être décrit avec une précision telle qu'on peut programmer un ordinateur pour les reproduire, et en un mot qu'il est possible de copier totalement le fonctionnement du cerveau humain. Alors je vous le dis tout de suite, à ce jour, cette conjecture, c'est-à-dire on n'a jamais pu prouver qu'elle était juste, mais on n'a pas pu non plus prouver pour l'instant qu'elle était fausse. On n'a pas réussi. Mais après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense plutôt qu'elle doit être un petit peu fausse par moment. Mais enfin, bon. Alors, la définition la plus générale que je trouvais de l'IA, c'est Boris Barrault qui la donne. Il dit que c'est un ensemble de dispositifs technologiques, parce que c'est d'abord de la technologie, permettant de simuler et in fine de remplacer l'intelligence naturelle, cherchant à reproduire les capacités de l'homme et de l'animal à percevoir, discerner, comprendre, apprendre, raisonner, calculer, mémoriser, comparer, choisir, etc. Voilà. Alors comme le rappelle, petite parenthèse, hein, parce qu'on est dans les locaux du Travailleur catalan aussi, donc comme le rappelle mon ami Yvette Lucas dans un article paru il y a une semaine dans le Travailleur catalan sur l'intelligence artificielle, dès cette époque, les auteurs marxistes s'intéressent à cette science nouvelle, à ses diverses applications et à sa portée philosophique. Et alors, dès la naissance de ce qu'on appelle l'IA, donc, on assiste alors, ou bien à l'annonce de machines, et ça continue, hein, toutes les semaines de la Silicon Valley, ça nous arrive, hein, vont naître des machines qui vont penser encore mieux que les hommes, qui vont les dépasser, et on y voit le début d'un âge d'or sur Terre, etc. Et puis d'autres, à la même époque, crient que c'est la fin de l'humanité, c'est la mort. Je pense par exemple à Edgar Faure, il est ministre de l'Éducation nationale au lendemain de 68, et il déclare que la machine qui décide au lieu d'exécuter est à l'origine d'un traumatisme grave de l'intelligence humaine, et du coup, il dit, est en partie responsable des événements de 68. Véridique. Alors, plus raisonnablement, un philosophe soviétique de l'époque, Morozin, qui est cité par Luce Langevin dans le numéro de la pensée d'octobre 69, j'ai fait des recherches, il écrit que, selon toute vraisemblance, l'humanité entrant dans la voie de la construction de machines qui ne posséderont pas toutes la richesse de possibilités du cerveau humain, mais qui, en revanche, dans des domaines définis et limités, seront des géants qui le dépasseront et par cela même se montreront pour lui des aides sûrs et puissants. Alors, arrivé à ce point de mon développement, je vais donner 2-3 définitions, parce que je vais beaucoup en parler. Je vais définir déjà ce que c'est qu'un algorithme. Je ne sais pas, si tout le monde le sait, je passe, hein, mais s'il y a des gens qui ont envie de savoir, je vais dire un petit mot. Un algorithme, c'est tout simplement une façon de décrire dans les moindres détails comment faire quelque chose. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'une recette de cuisine, c'est un algorithme. Et donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout, je sais pas, je fais pas beaucoup de cuisine, mais si Ginette, elle me dit exactement comment on fait pour fabriquer la tarte qu'elle a amenée, et qu'elle me donne les éléments, je vais peser tout ça, et probablement que je vais le réussir. C'est pas très compliqué. Bon, après, il faut l'inventer, et puis il faut suivre bien les règles. Mais c'est un algorithme, une recette de cuisine. Hein? Alors, le problème, c'est que pour qu'un algorithme soit mis en œuvre par un ordinateur, il faut qu'il soit exprimé dans un langage informatique. Alors, il y en a des tonnes de langages informatiques, qui seront d'ailleurs à leur tour automatiquement traduits en langage machine, pour que l'ordinateur puisse le comprendre. Et puis, ça va être mis donc sous la forme de ce qu'on appelle un logiciel. C'est-à-dire un logiciel, c'est une somme de petits programmes qu'on a mis bout à bout, hein, d'abord pour assurer les entrées des données, et après, je ne sais pas, tiens, je vais prendre un exemple, je crois que je l'ai plus loin. Voilà, ça, voilà, un petit logiciel, c'est celui qui gère la machine qui est à la sortie au rez-de-chaussée du parking souterrain à Wilson. Vous arrivez, on dit à la machine, bon, la barrière est fermée, tout, il y a une petite truc qui vous-même c'est marqué, introduire votre ticket, donc vous introduisez votre ticket, là la machine elle regarde, est-ce que le ticket est valable ou est-ce qu'il est mis dans le bon sens? Bah, s'il n'est pas valable ou pas dans le bon sens, on lui dit tu le ressors, alors elle ressort le truc, c'est prévu, hein, tout est prévu. Là. On dit tu ressors, il ressort, elle allume un voyant rouge, la barrière s'ouvre pas, vous êtes obligé de reculer ou de tourner le ticket, et puis on recommence. S'il est valable, eh ben, elle allume le voyant vert, elle lève la barrière.
Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la referme? Ben non, il ne faut pas qu'elle la ferme tout de suite. Donc vous avez un capteur qui dit la voiture elle est passée ou elle n'est pas passée? La voiture n'est pas passée, tu laisses ouvrir, elle n'est pas passée, tu laisses. Ah, elle est passée, tu fermes, et voilà. Ça, c'est un logiciel avec des petits programmes, et là, c'est un algorithme. Donc ça, je vais pouvoir le traduire en langage machine, enfin, en langage Pascal ou en BASIC, ou je ne sais pas, en Python aujourd'hui, plutôt, en langage Python, et puis je pourrais faire fonctionner un ordinateur qui donnera les ordres, après, mécanique, hein, à la barrière et tout ça. J'ai été trop vite, excusez-moi, ça m'arrive. Mais justement, on va revenir à l'IA. Les 15 années suivantes verront la naissance de l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique. Et elle va connaître, donc, je vais en parler, d'une histoire très mouvementée, ponctuée de vagues d'enthousiasme, et puis de périodes de repli, hein, de vrais déserts, parfois victimes de ses propres prédictions triomphalistes. Et c'est durant cette période que nous verrons donc apparaître deux grandes branches de courants, le cognitivisme et le connexionnisme, souvent en concurrence, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aujourd'hui beaucoup plus complémentaires. Alors, le cognitivisme, c'est tout simplement, c'est le fonctionnalisme aussi qu'on dit, ça cherche à reproduire le fonctionnement de la pensée indépendamment de son support. Ça rejoint un peu la cybernétique sur ce terrain-là. C'est-à-dire, je ne vous rappelle pas ce que c'est que la cognition, je l'ai dit, mais pour ce courant de recherche en IA, qu'un calcul soit opéré par un cerveau humain ou par une machine, une calculatrice, c'est la même opération qui est en jeu. Tout est basé sur de la logique. Je fais de la logique, point. Donc j'ai un raisonnement logique. Et c'est ainsi qu'à la conférence de Dartmouth, Simon et Nevel, ils vont présenter un premier programme de démonstration de théorèmes mathématiques d'ailleurs, et ils caractérisent la pensée comme la manipulation de symboles par l'application de règles. C'est tout. La pensée, c'est ça. Donc c'est assez étroit quand même comme vision, il faut le reconnaître. Et ça s'inscrit philosophiquement, alors je sais qu'il y a des profs de philo dans la salle, ça s'inscrit philosophiquement, je dirais, dans le lointain sillage d'un philosophe anglais du XVIIe siècle, Thomas Hobbes, qui écrit dans le Léviathan que la raison en ce sens, je vais trop vite, excusez-moi, la raison en ce sens n'est rien d'autre que le calcul. Voilà. Alors, on verra, suivant les périodes, cette approche a largement dominé le champ de l'intelligence artificielle, en particulier à ses débuts, en se montrant capable d'ailleurs de belles réussites avec des tâches complexes, hein, mais de construction parfaitement logique. Et donc, elle aura beaucoup plus de difficultés à accomplir des tâches simples, peut-être, en apparence, mais qui sont davantage inductives. Par exemple, comme reconnaître un visage. Pour reconnaître un visage, il faut combien de choses et comment on fait? C'est pas évident. Déjà, nous, on a du mal, des fois, on confond. Hein. Mais alors, la machine... Donc, on va voir que c'est un des gros problèmes. Reconnaître des images, c'est un gros problème. Hein. Comment fixer des règles précises? Parce qu'il faut fixer des règles précises quand on est dans ce domaine-là. Et puis, la deuxième partie, c'est le connexionnisme. Alors là, il s'interroge sur la possibilité qu'une machine réalise un cheminement logique, mais non pas un cheminement purement logique, mais sur les interactions cognitives que peut produire un système avec son environnement. L'idée, c'est d'envisager l'apprentissage, la cognition comme un processus émergent de réseaux d'unités simples interconnectés. Il y a plein de choses qui arrivent et à partir de ça, je me construis une compétence, un savoir. C'est ce qui se passe pour un gamin. Un ptio, est-ce que quelqu'un a des petits-enfants ici? Est-ce que ces petits-enfants savent reconnaître un chat? Et est-ce que pour la reconnaissance du chat, ils l'ont pris une journée et pendant un après-midi, ils lui ont expliqué les règles pour reconnaître un chat? Non. Ils lui ont pas dit, il faut que ça ait 4 pattes, il faut que ça ait du poil, il faut que ça... Non. Le gamin, il a vu quoi? Allez, une douzaine de chats, on va dire, et il a compris ce que c'était qu'un chat. Et jamais on a fixé des règles. Jamais. C'est comme ça que nous, on apprend. Donc si vous voulez le faire avec une machine étant logique, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Avec le cognitivisme. Parce que vous êtes obligé de donner des règles, dire ah il a 4 pattes, il a 2 yeux. C'est trop compliqué. Voilà. Et donc dans les années 50, ce connexionnisme, il va prendre de plus en plus d'importance parce que c'est le moment où on découvre, à partir des années 30, à la fin des années 30, etc., où on découvre comment fonctionne le cerveau. Et donc on va regarder comment fonctionne le cerveau. Alors, je ne sais pas s'il faut que je vous fasse un petit cours sur comment fonctionne le cerveau, les neurones et tout ça, peut-être. Rapidement, alors. Hein. L'idée qui s'est imposée, c'est que le cerveau est composé de neurones qui reçoivent des signaux électriques des autres neurones voisins, et en fonction de l'intensité, envoient ou pas leur propre signal. Et la pensée, c'est tout simplement le produit qui émerge de cette multitude, de cette incroyable multitude d'interactions entre neurones.
Alors un neurone biologique, c'est une cellule spéciale. Là, vous avez des photos, une vraie photo hein, de vrais neurones, microphoto. C'est magnifique, j'ai trouvé ça. Donc on voit les neurones avec les axones, les dendrites et tout, c'est magnifique. Un neurone, c'est la cellule de base du cerveau, c'est l'unité de base du cerveau. Je ne sais pas si vous savez combien vous avez de neurones. 85 milliards. 85 milliards. Et vous verrez, c'est pas tout, hein, parce qu'après on va parler de synapses. Et le neurone, c'est la cellule qui est en relation avec l'extérieur par le biais, alors le biais en relation avec son extérieur à lui, par le biais de ce qu'on appelle les dendrites. Alors je vais donner le dessin, voilà. On voit donc, je ne sais pas si on ne voit pas voir la flèche, non, on ne voit pas. Vous avez les dendrites, là, et puis après vous avez le corps cellulaire, puis vous avez l'axone. Alors les dendrites, c'est l'entrée. Alors il y a plein d'entrées, mais c'est l'entrée du neurone, les entrées du neurone. Elles réagissent, suivant le type de dendrite, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Vous regardez, le rayon lumineux dans la rétine, il tape sur une dendrite qui va réagir. On vous appuie sur la peau, il y a une dendrite qui va, il y a des dendrites qui vont réagir, etc. Et quand elles réagissent, elles produisent un tout petit courant électrique qui va vers le corps central, le corps cellulaire. Alors attention, elles ne sont pas toutes équivalentes. Si vous avez 5 dendrites, elles ne comptent pas tous pour 20%. Il y en a qui comptent plus ou moins, 5%, 15%, 50%. Ça dépend de la fonction qu'elles ont, à quoi elles correspondent, etc. Et puis, avec ce coefficient, je dirais, eh bien, le corps cellulaire fait l'addition de tous ces courants qui arrivent de ces dendrites. Et là, eh bien, il regarde. C'est avec des guillemets. Le neurone, il regarde, est-ce que ça dépasse un seuil ou est-ce que ça ne dépasse pas un seuil? Si ça ne dépasse pas un seuil, il fait le mort, il ne bouge pas. Si ça dépasse le seuil, alors lui, à son tour, il va envoyer un courant dans l'axone, qui est sa seule sortie. Un axone, ça peut faire, on les voit, c'est des gros trucs, ça peut faire de à peine 1 centimètre jusqu'à 1 mètre, même plus d'1 mètre dans la colonne vertébrale, en particulier avec la moelle épinière. Ça se propage, et au bout, il se divise en une multitude de petits brins, l'axone, qui va en contact avec des autres dendrites, d'autres neurones, ou avec même des corps cellulaires d'autres neurones. Et au bout, il y a ce qu'on appelle le synapse. Et le synapse, quand il y a le courant, il lâche une petite molécule chimique qui s'appelle le neurotransmetteur. Il y a une grande variété de neurotransmetteurs suivant la cause de ce courant, suivant la réaction du neurone, et qui va donc, à son tour, déclencher un courant électrique dans la dendrite avec lequel il est en contact, etc., 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 etc. Voilà. Donc le fonctionnement des neurones, c'est vachement simple, en définitive. Ouais, sauf que s'il fait la richesse de notre cerveau, c'est ça, c'est ce réseau de 85 milliards. Mais il faut savoir quand même qu'en moyenne, un neurone, il est en contact avec 2000 autres neurones. Donc 85 milliards de neurones avec 2000 contacts, et ça vous fait quand même, alors il faut que je ne pas dise 150 000 milliards de liaisons synaptiques. Et si vous êtes intelligents, tous, on est tous intelligents. Si on est intelligent, c'est grâce à ça. Si je prends qu'un neurone, il n'y a que dalle. Mais parce qu'il y en a 150 000 milliards qui fonctionnent entre eux et tout, ça nous donne une puissance d'analyse du réel, etc., de perception du réel incroyable. Et c'est pour ça qu'on verra les limites aussi de l'intelligence artificielle. Et donc, ce qui va se poser tout de suite, c'est pourquoi pas imaginer des réseaux de neurones formels. Voilà. Ça, contrairement à ce qu'on croit, elle vient l'idée. En 1943, McCulloch et Pitts, ils lancent l'idée. Ils ne vont pas en faire, mais ils ont l'idée. Ils disent, est-ce qu'on ne peut pas copier des neurones? On commence à savoir ce que c'est que des neurones. Et surtout que, alors ça va se développer, puis en 1947, il y a une grande invention, le transistor. Avant, je vous ai dit, c'était des ampoules, des diodes, des gros trucs. Là, on a les transistors. Alors, c'est beaucoup plus petit qu'une diode. C'est même aujourd'hui très petit, on en parlera. Mais 2, on peut même moduler beaucoup plus, parce que la diode, ça passe ou ça passe pas, c'est 0 ou 1. Transistor, ça passe ou ça passe un peu, ou ça se passe complètement, parce qu'on a beaucoup élaboré les choses. Donc vous avez la possibilité, comme pour les neurones avec les dendrites, 5%, 50%. Donc les transistors, d'ailleurs on va parler au début de neurones transistors au lieu de neurones formels. Aujourd'hui, il faut savoir quand même que les transistors, par exemple dans un GPU, j'en parlerai de GPU, c'est des processeurs graphiques très puissants, ultra rapides. Ça coûte à peu près 40 000 € une pièce, si vous voulez en mettre. Alors il y en a des petits, mais si vous voulez en mettre dans un ordinateur, ça c'est cher. Aujourd'hui, on a par exemple 1,4 milliard, 1,4 milliard de transistors sur la puce d'un GPU. La puce fait 2,5 cm sur 2,5 cm. On comprend la puissance qu'on a obtenue là.
Et donc, l'idée de reproduire le cerveau humain avec ces réseaux de neurones, eh ben, ça va se développer. Alors tout de suite, hein, je vous dis, un neurone formel, c'est pas un objet physique, hein. C'est une fonction mathématique, c'est une procédure informatique, c'est des maths dans un ordinateur, mais c'est des maths, voilà. Hein, et donc, mais ça peut simuler le fonctionnement d'un neurone. Voilà. Et donc en 1557, donc vous voyez que c'est pas tout jeune, 57, Frank Rosenblatt va fabriquer ce qu'il appelle son perceptron. Perceptron, alors à l'époque, il n'est pas avec, comme nous, c'est tout petit dans l'ordinateur, on voit, il a des tas de câbles, hein, j'ai pas pris toutes les photos, mais des centaines de câbles dans tous les sens, il branche ces trucs et tout, et ça sert à trier des images. Mais, bien entendu, en le changeant un peu, on peut l'utiliser pour des tas d'autres choses. Donc on va se poser la question, maintenant on parle des neurones formels, et comme disait un célèbre journaliste, pour les plus anciens, comment ça marche? Eh bien, les informaticiens ont repris tout simplement les propriétés physiologiques des neurones biologiques pour élaborer le concept de neurone artificiel. Ainsi, chaque donnée fournie à l'entrée d'un neurone artificiel se voit attribuer un coefficient. C'est comme pour les dendrites, hein, selon l'importance qu'on lui attribue dans la détermination du résultat final. Alors ce coefficient, ben, c'est rigolo, on l'appelle le poids synaptique. Donc on a copié quand même. Hein. Et puis on va mettre un seuil pour sortir à l'autre bout du neurone formel. Hein. Et donc, alors ben, je vais faire un exemple. Voilà, alors je sais pas si c'est un peu. Mais vous voyez, vous avez toutes les entrées. J'essaie de mettre quand même, je fais. Non, on ne voit pas le point. Mais on a toutes les entrées, donc avec les poids synaptiques. Hein. Alors les entrées, c'est quoi? Ça peut être le clavier à l'ordinateur, ça peut être un capteur, ça peut être. Vous avez tas de choses hein, qu'on peut mettre là. Et puis ça se combine avec, au milieu, là, vous avez une fonction de combinaison, et puis à la fin, une seule sortie, avec ce qu'on appelle la fonction d'activation, qui tout simplement vérifie si vous êtes au-dessus du seuil ou pas. Donc ce qui se fait, eh bien allez, j'ai mes rentrées, ou je les rentre sur ordinateur. Si vous voulez, alors je ne vais pas le mettre tout de suite, ça prend un peu de temps, mais j'en ai fabriqué un petit, enfin une suite de petits neurones, et qui fonctionne comme ça. Donc on rentre des valeurs, on les multiplie par les poids synaptiques, par les coefficients, hein. Voilà, donc A, X1, ou X2. Et puis on les additionne. J'ai une fonction de combinaison. Et puis est-ce que ça c'est plus grand que K ou c'est plus petit que K? Ben, si c'est plus petit que K, ben, je sors rien ou je sors 0. Et puis si c'est plus grand que K, ben, je sors une valeur Y. Voilà, c'est tout bête. Pour prendre un exemple. Non, mais je ne sais pas, est-ce que tout le monde. J'adore, c'est tout bête. Ouais, fallait penser. Ben, je vais prendre un exemple simple. Est-ce que vous connaissez. Alors, je vais faire de la logique pure. Alors, en logique, le OU logique. Alors, pour ceux qui, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait, mais le OU logique, c'est simple. Vous prenez deux propositions, deux affirmations, pour que, si vous voulez, les rejoignez par un OU, c'est vrai si au moins une des deux est vraie. Donc, si je vous dis, je suis à Perpignan, ou nous sommes vendredi, les deux sont vrais, donc c'est vrai. Je suis à Perpignan, où nous sommes dimanche, c'est vrai parce que Perpignan, c'est vrai. Je suis à Troyes, où nous sommes vendredi, c'est vrai parce que vendredi, c'est vrai. Mais si je dis nous sommes à Troyes, où nous sommes dimanche, c'est faux. Et bien, ça marche. Alors, le coefficient d'entrée, je l'ai marqué, je l'ai mis avec une virgule, je ne sais pas pourquoi j'aurais pas dû, c'est 1. C'est-à-dire que tous les deux, ils comptent à égalité, je multiplie mon poids synaptique dans les deux cas, c'est 1. Alors, 1 c'est vrai, 0 c'est faux. Alors, je rentre, x1 est vrai, donc je rentre à 1 multiplié par 1, ça vaut 1. x2 est vrai, je rentre à 1 multiplié par 1, ça vaut 1. 1 plus 1, bien, 2. Est-ce que 2 c'est plus grand qu'un demi? Est-ce que c'est plus grand que 0,5? Oui, donc c'est vrai, je sors à 1. Maintenant, j'en sors un vrai seulement, un seul vrai. x1 est vrai, multiplié par 1, ça fait 1. x2 est faux, j'ai dit que j'étais dimanche. Non, c'est 0. 1 plus 0, ça vaut 1. C'est plus grand que 1,5, ça passe, je sors à 1. Mais maintenant, je dis, je suis à 3, 0. Nous sommes dimanche, 0. 0 plus 0, celui qui me dit la tête à Toto, je veux dire. Ça fait 0. 0, est-ce que c'est plus grand qu'un demi? Non. Donc, ça va sortir à 0. Vous avez là un tout petit neurone formel qui fait le OU logique. Alors, c'est élémentaire hein, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Et donc, on se dit, ça y est, on a gagné, on a trouvé le Graal. Sauf que, par optimisme excessif, on a pensé qu'on allait résoudre rapidement tous les problèmes. Et c'est là que les choses ont commencé à être beaucoup plus compliquées que prévu. Parce que, par exemple, alors je vais prendre un exemple, je demande à trier des images. Alors, je n'ai pas pris des images, j'ai pris des couples de nombres, des points. Alors, il y a un point qui s'appelle 0, 0, un point 0, un point 1, 1, un point 0, 1. Pour ceux qui ont fait un peu de maths, ils repèrent que c'est quand même une représentation graphique. Mais ce n'est pas nécessaire. Je veux séparer, par exemple,
les couples qui se terminent par un 1 des couples qui se terminent par 0. Alors, avec les premiers neurones, les perceptrons, vous avez remarqué que quand j'avais mes résultats, je multipliais par des coefficients et j'additionnais. Ça s'appelle une fonction linéaire. Une fonction linéaire, en maths, ça ne se représente que par une droite. Donc, si je veux séparer, je suis obligé de tracer une droite. Alors, je trace une droite, ah bah ça marche. Je veux faire mon perceptron ou. Perceptron ou, c'est quoi? Je veux séparer les deux zéros, qui sont faux, de tous les autres qui sont vrais. J'ai une droite, ça marche. Ah oui, mais maintenant, je veux séparer ceux qui ont 2 fois la même valeur de ceux qui ont 2 valeurs différentes. Bah, essayez de tracer une droite, si vous y arrivez, je vous paye un coup. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et donc, ça coince. Tant qu'on restera avec des fonctions linéaires, aujourd'hui, on ne travaille plus qu'avec des fonctions. On a aujourd'hui toutes sortes de fonctions dans les neurones, mais au départ, on travaillerait avec des fonctions linéaires, mais ça ne marche pas. Et ce qui va conduire d'ailleurs Minsky, qui était un des papes, hein, et Papin, en 1969, à démontrer les limitations théoriques du perceptron, incapable de résoudre des problèmes qui ne se résument pas à des fonctions linéaires. Et puis, le deuxième handicap, surtout, c'est la puissance de calcul. On n'a pas la puissance de calcul et on n'a pas la rapidité des machines. Et donc, ça va être un frein considérable. Et du coup, les investisseurs, comme le public, vont se désintéresser de la question. Et on va avoir une véritable hibernation de l'IA du début des années 70 jusqu'au début des années 80. On n'en parle plus. Et en 80, qu'elle va reprendre sa marche en avant. J'ai un peu de retard, je vous le dis tout de suite. Tout simplement, on va quitter le connexionnisme, les neurones, et on va revenir au cognitivisme avec ce qu'on a appelé les systèmes experts. C'est-à-dire que là, on fait de la logique, point. Donc, un système expert, c'est quoi? C'est ça. J'ai préparé, hein, ça je l'ai mis à la construction, j'ai préparé une base de règles. Voilà, quand tu as ça, tu fais ça, quand tu as ça, tu fais ça. Donc il a fallu que je prévoie tout. Il a fallu prévoir absolument tout. C'est pour ça que je ne peux pas tout régler avec des systèmes experts. Et puis, il y a une entrée où là, avec mon clavier, je vais rentrer des données, ou bien avec un capteur, je vais rentrer des données. Et puis, donc ça fait des faits qui ont été énoncés par l'utilisateur. On regroupe tout ça dans la machine qui s'est tournée et elle dit voilà, si j'ai cette réponse, je dois faire ça. Donc ce qu'on appelle un moteur d'inférence et on sort la restitution. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un système expert. Ça nécessite d'avoir des spécialistes. Donc, par exemple, pour les médecins, pour faire des diagnostics, ils ont des systèmes d'aide à la décision qui sont des systèmes experts. Et il a fallu, par exemple, si c'est la grippe, qu'on ait des spécialistes de la grippe qui viennent dire tout ce qui était possible d'arriver avec une grippe pour pouvoir les mettre dans la base de règles et prévoir absolument toutes les réponses qui peuvent être données par les malades. Sinon, ça va coincer, on va faire des conneries. Donc, il y a une exigence de précision dans les systèmes experts. Alors, ça marche très bien. Hein. Dans les entreprises, il y a beaucoup d'endroits où ça fonctionne avec des systèmes experts qui sont parfaits. Hein. Et donc, il faut tout prévoir, et puis ça marche. Hein. Voilà. Ça marche avec de la logique. C'est surtout des systèmes, des règles d'inférence. Hein. Vous connaissez ça. Si P, je vois, il y a quelques jeunes quand même, ils doivent se souvenir au lycée. Hein. Si P est vrai et que P implique Q, alors Q est vrai. Le philosophe va me dire Socrate est un homme, c'est un fait que j'apporte. La règle, c'est que tous les hommes sont mortels. La conclusion, c'est donc Socrate est mortel. Non, c'est ça. Voilà. C'est pas si tous les hommes sont. Même si Socrate est un homme. Par exemple, ça c'est un système expert. Je trie des noms, du plus petit au plus grand. C'est le langage qui est utilisé, c'est du Python. Là. Ça va très vite, regardez. Tout simplement, je lui dis, tu prends les deux noms. Alors, j'ai mis sous forme de barres, mais c'est des nombres. Tu prends deux noms. Si le plus petit, c'est le premier, tu passes, tu décales d'un cran et tu continues. Quand le plus petit est deuxième, tu les permutes. Et puis tu recommences, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'une traversée? Le plus grand de tous, il est dernier. Là, je lui dis, tu recommences, mais tu vas jusqu'à l'avant-dernier. C'est pas la peine que tu t'ennuies. Et puis, ainsi de suite. Et ça va très très vite. Voilà, ça fonctionne très bien. Je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Alors, les plus simples Alors aujourd'hui, je vous ai dit, on travaille avec l'inférence.
On a aujourd'hui des systèmes de logique un peu plus élaborés, hein, c'est-à-dire qui sont un peu plus élaborés que vrai-faux. On a de la logique molle parfois qui intervient, etc. Mais c'est toujours le même principe de base. Mais on peut dire quand même que ces systèmes n'ont en rien déterminé des étapes pour simuler l'intelligence. C'est le truc qui suit des règles, bêtement, point barre, quoi. Alors, aujourd'hui, voilà. Parce que si on veut par exemple connaître un chat, mes histoires de chat, je vais beaucoup parler de chat, je ne sais pas de chat. Il ne suffira pas de dire au système expert, est-ce qu'il a 4 pattes, est-ce qu'il a 2 yeux. Essayez d'imaginer le nombre, imaginez le nombre de règles qu'il faut que je mette pour que j'amène un animal et que, en le décrivant, il puisse finir par me dire c'est un chat. Essayez. Essayez. Vous allez voir, c'est impossible. Je dis c'est impossible. Parce que vous trouvez toujours un cas particulier, on a croisé un persan avec je sais pas quoi, et puis ça va pas marcher, quoi. Donc c'est vraiment un truc pas possible. Donc on est limité avec les systèmes experts, si on veut faire vraiment, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Donc on est revenu, à partir des années 80, on est revenu avec cette histoire de modélisation, enfin à la fin des années 80, avec cette histoire de modélisation du cerveau, hein, avec ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et donc, on a créé donc, des couches et des couches de neurones, placées les unes après les autres, avec des opérations de rétropropagation, c'est-à-dire que là, il y a de l'effet feedback, hein, c'est-à-dire j'ai un résultat, mais je le repasse pour améliorer, etc. Enfin, je vais rentrer un peu plus dans les détails, si vous voulez, quand je vais parler des neurones. Et ça s'appelle donc du machine learning, ça veut dire apprentissage machine. Et aujourd'hui, on a dépassé, on est même au deep learning, c'est-à-dire apprentissage profond. Il y a un des pattes du deep learning, il y a un bouquin de Louis Lequin qui est au fond là-bas, et donc, c'est assez bien, je vais l'expliquer beaucoup plus grossièrement parce que moi je ne suis pas informaticien. Voilà. Donc un réseau de neurones artificiels, c'est un système dont la conception est à l'origine schématiquement inspirée de neurones biologiques, mais qui, bien entendu, ne va pas fonctionner totalement comme un neurone biologique, parce que ce n'est pas biologique. Il va utiliser énormément de statistiques, donc on va avoir beaucoup de fonctions stochastiques en particulier dans les neurones artificiels, hein, c'est-à-dire des choses qui travaillent sur des stats, et on verra en particulier sur ChatGPT, c'est énorme. Là. Et donc c'est à l'instar du modèle vivant d'opérer rapidement des classifications et d'apprendre à les améliorer. Alors comme je vous l'ai dit, un seul neurone ne fait pas grand-chose, c'est un tout petit algorithme, mais quand on en met des tas, hein, des types différents d'ailleurs, suivant leur fonction d'activation. Donc je vous ai dit, c'est plus seulement du linéaire, hein. Il y a des fonctions sigmoïdes, il y a des fonctions tangentielles hyperboliques, etc. Suivant les paramètres, etc. On va avoir des tas de modèles différents de neurones qu'on va mettre ensemble. Et on va construire, hein, parce qu'on a l'objectif quand même, hein, quand on construit notre réseau, donc il faudrait qu'on ait ça pour arriver à avoir ça. Alors schématiquement, la première couche de neurones, elle sert d'entrée au calcul. Donc on va, par exemple, pour reconnaître une image, on va reconnaître un chien, mais ça ne marche pas, je vous dis. On va rentrer donc sous forme de données chiffrées, c'est tout simplement des nombres qui vont me dire la couleur, la position et la couleur de tous les pixels de la photo. Vous savez ce que c'est qu'un pixel, hein, je pense que tout le monde a ce que c'est. On va rentrer ça, et puis on va passer à une deuxième couche qui, elle, va récupérer ces données et va par exemple rechercher la continuité entre les couleurs pour pouvoir donner des formes. Puis on va passer à une troisième couche qui va regarder par exemple la texture des surfaces qui sont regroupées, etc. Alors j'ai simplifié à outrance parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on va jouer là-dessus et on va vraiment faire des réseaux énormes. Parce qu'une des questions qui sont se poser, par exemple, c'est quelle est la largeur de chaque couche de neurones. Par exemple, si vous avez, et puis en fonction de la largeur, quel est le nombre de couches qu'on va faire, ce qu'on appelle la profondeur des couches. Aujourd'hui, on a des profondeurs de réseaux qui tournent à 150-200 couches. C'est énorme, énorme. Simplement, si vous avez, par exemple, je veux découvrir ce qu'est un chien, j'ai réussi à faire 100 variables. Ça ne marche pas, je vous dis, mais j'ai réussi à résumer ça en 100 variables. Et ça veut dire qu'il me faut que j'ai 2 puissance 100 neurones formels d'entrée. 2 puissance 100, je vous dis tout de suite, ça fait un 1 suivi de 30 zéros. Pour vous donner une idée de la grandeur. Pas possible. On a démontré qu'on n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Par contre, si on faisait 2 couches successives, avec 2 puissance 10 neurones, 2 puissance 10, ça fait 1024 neurones. Donc 2 couches de 1024, vous aviez le même résultat. Donc on a multiplié les couches pour économiser les neurones, mais surtout pour
faut pas en avoir de trop, quoi, voilà. Et puis, alors, ce qui va être important dans ces paramètres, c'est pas de fixer les règles au départ. Ce qui va être avec ces neurones, pardon, ça va être de fixer les paramètres, parce que c'est ça qui va faire le boulot. Quels paramètres je vais mettre, qu'est-ce que je vais bloquer, qu'est-ce que je ne vais pas bloquer, qu'est-ce que je vais prendre à 50%, à 30%, etc. Quel seuil je vais donner. C'est donc tous les paramètres qui vont permettre de faire fonctionner le modèle de neurones. Donc, il a fallu élaborer un procédé permettant de les calculer et puis de les faire converger pour obtenir on va les faire bouger. Alors au départ, je crois que j'ai la diapo là. Non. Oui, j'y reviendrai après. Là, ça, c'est les couches, quoi. Voilà. Au départ, moi, mes neurones, il y en a un peu plus, hein, j'en ai 8. Enfin, pas là, mais dans l'appareil. Donc, au départ, vous pouviez le faire à la main. Oh, ça, je le bouge et tout. Ouais, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a par exemple, pour ChatGPT 3, vous avez 175 millions de paramètres. Je ne vois pas un chercheur à la main se taper, c'est pas possible. Donc, il va falloir qu'on invente un procédé pour que ça change automatiquement. Et donc, c'est ça qui va se développer à partir, je dirais, de la fin des années 90. Les premiers réseaux de neurones, il y avait une centaine de paramètres, donc ça pouvait se faire à la main. Mais par exemple, pour reconnaître un chat, ça ne suffit pas, c'est ce que je vous disais. Et donc, à la fin des années 80, on s'est dit, ah ben il y a plein d'ordinateurs maintenant, il y en avait des millions en France avec les portables et tout ça. On s'est dit, ça y est, on va pouvoir disposer d'une plus grande puissance de calcul. Et on s'est mis à croire à nouveau que le problème était réglé. Donc on a multiplié les couches de neurones dans les réseaux, on en a déployé donc des millions, comme je vous le disais, et plus de paramètres, plus de couches de neurones, tout cela devait permettre d'utiliser les résultats. Le seul problème, eh bien, la principale difficulté, ça va être de déterminer les coefficients, les valeurs assignées aux différentes connexions. Alors, on a dit, on va le faire avec un système qui s'appelle un système de... J'ai perdu le mot, de rétropropagation du gradient stochastique. Voilà. Tout simplement, alors je schématise. Ouais, non, mais tout simplement, on fait voilà, je dois reconnaître une image de chat. Je balance un chat, il faut qu'il me réponde c'est un chat. J'ai balancé une image étiquetée, mais lui il ne connaît pas l'étiquette. Hein. Et donc, je vais regarder à l'autre bout, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, ce qu'il me dit, c'est des nombres. Hein. Tout se passe avec des nombres, c'est les maths. Tout se passe avec des nombres. Il me donne un nombre, et je vais calculer la différence avec ce qu'il aurait dû me dire, ce qu'on appelle une fonction de coût. Et à partir de cette fonction de coût, on va mettre en place, dans le système de neurones, un programme qui va faire remonter cette différence à l'intérieur de tous les paramètres pour les recalculer, puis on va recommencer. Ah, je me suis rapproché, donc on continue, pour arriver à minimiser au maximum cette fonction de coût. Alors tout ça, ça se passe en quelques secondes, quelques minutes, parce que ça va tellement vite. Hein, ça va à 300 000 km/s, hein, les signaux. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va faire, de proche en proche. Et donc, le seul problème, c'est que par exemple, un gamin, pour reconnaître un chat, vous y en mettez une douzaine, pour qu'un ordinateur, enfin une intelligence artificielle, un réseau de neurones reconnaisse un chat, il faut, avec 5% d'erreur possible, il faut au minimum lui en montrer 100 000. Voilà. Et donc, ça va être une des grosses difficultés qu'on va avoir. Alors, bon, vite, je passe sur les différentes formes. Voilà, oui, chat. Il en faut 100 000. Voilà. Non, là, il y a un... Ça, le gamin, j'en mets 6, il le connaît après. Lui, 100 000. J'en ai pas mis 100 000, je n'ai pas osé. J'ai dit, ça va être trop long. Alors, les différents types d'apprentissage, on était bloqués. Alors, ce qui va débloquer à la fin des années 86, je vous ai parlé des GPU. Les GPU, c'est donc des processeurs qui servent en particulier au niveau graphique. Hein, et je suis complètement largué dans mes pages. Vous en faites pas. J'ai été trop vite. Qui vont très très vite. Hein, celui-là, par exemple, il fait 100 milliards d'opérations par seconde. Voilà. Et puis en plus, on ajoute des accélérateurs de particules. Il faut savoir, par exemple, un des plus gros ordinateurs qu'il y a aux États-Unis, celui-là, il est au ministère de l'Énergie. Il comporte 9400 processeurs GPU, donc à 40 000 € le processeur, accéléré par 37 600 accélérateurs. Il y a 145 km de câbles. Et ce tube-là, en 2022, il a réussi à dépasser le milliard d'opérations par seconde. Pour vous donner une idée, 1 milliard d'opérations, c'est comme si tous les habitants de la Terre, absolument tous,
24 heures sur 24, pendant 4 ans, faisait les calculs. Voilà. Donc, allez, on a la rapidité de calcul, on a la puissance de calcul. Reste un problème, il faut que j'ai mes 100 000 photos de chats. Donc, il reste le problème crucial, la quantité des données. Et là, miracle, fin des années 90, enfin ça arrive avant, mais ça se popularise, c'est quoi? C'est Internet. C'est le miracle. Ça y est, on a le carburant, on avait le moteur fonctionnait très bien, hein. On avait un moteur, un V8 parfait, sauf qu'on n'avait pas de coco, on n'avait pas d'essence, ça y est, on l'a. Alors quand je dis c'est le carburant, je vous signale quand même que quand on est chercheur en IA, on ne parle pas de données, on parle de mines. Et on fait des forages. Donc il y a bien la vision d'énergie qu'on va chercher. Hein, voilà. Et puis c'est ce qui va permettre donc de développer des formes d'apprentissage beaucoup plus efficaces. En particulier, c'est deux Canadiens, Hinton et Benjo, et Yann Lequin, qui est un Français, qui vont mettre en place ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. Alors je vous explique très rapidement là, ce que sont les différents types d'apprentissage. Ouais, je suis dans les temps. L'apprentissage supervisé, là, petit dessin côté, ça ne sert à rien, c'était au cas où on a le temps. Mais on n'a pas le temps. L'apprentissage supervisé, je rentre des images étiquetées, c'est-à-dire je sais ce que c'est, je les rentre, lui il ne sait pas, je ne lui dis pas, et je vérifie au bout. Et puis j'ai mis en place une fonction que je n'ai pas besoin de vérifier d'ailleurs, je mets l'étiquette à l'autre bout, l'ordinateur calcule la fonction de coût, hop, on remonte avec ce qu'on appelle le gradient, la rétroprogression de gradient. C'est, vous voyez le truc qui fait comme ça, là je suis là, j'ai une fonction de coût qui est à ce niveau-là, je reviens, c'est bon, je descends, je vais pouvoir la minimiser, là je remonte, bon je vais dans l'autre sens, c'est comme ça qu'il fait, hein. Alors à toute vitesse, et puis on arrive comme ça à obtenir ce qu'on veut. Bon, ça a fallu étiqueter les images, on verra que ça c'est du travail, j'en parlerai à la fin dans tous les défauts de l'intelligence artificielle. Et puis eux, ils ont fait le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Alors la différence c'est que, évidemment, quand j'ai fabriqué mon réseau de neurones, dans le premier cas, grosso modo, j'ai dit, par exemple, je veux définir des canards, j'ai dit, bon, il faut que j'ai des neurones qui fassent la différence entre les plumes et le poil. Il faut que j'ai des différences qui fassent entre 4 pattes et 2 pattes, etc. Il a fallu que je prévoie. Là, l'idée qu'il y a, c'est de se dire, donc il fallait que je fixe des règles. Ça me revient toujours à mes fameuses règles pour qu'est-ce qu'un chat. L'idée, c'est de se dire, non, on va faire comme quand un gamin apprend ce que c'est qu'un chat. Donc, au lieu que le réseau de neurones apprenne par cœur les images sans comprendre, on va lui montrer suffisamment d'exemples pour qu'il commence à faire des erreurs. Plein d'exemples, et pour qu'il se plante. Alors la fonction de coût lui dit, lui dit pas, mais remonte en disant tu te plantes, et on va arriver peu à peu à ce que ça soit le réseau de neurones qui tout seul construise son système de caractéristiques. C'est ça qu'on arrive. C'est-à-dire que par exemple, je lui présente des photos comme ça avec des motards, des cyclistes, etc. Puis alors, il est largué, mais au bout d'un moment, à force de remonter, il va se dire il y a une forme ronde sur le haut, ça doit être c'est le casque. Il ne va pas dire le casque, il ne comprend rien. Mais il y a une forme ronde là, puis il y a 2 trucs ronds en bas, et peu à peu, il va construire sa vision du motard. Et après, alors au bout de je ne sais pas combien de centaines de milliers d'images, il va dire ça y est, maintenant je peux reconnaître un motard. Enfin, il ne va pas le dire, on va le voir. L'avantage d'un tel système, c'est qu'il crée automatiquement sa représentation hiérarchique des choses et il en fait émerger automatiquement les caractéristiques. Le problème, c'est que là, il fallait encore plus de données qu'en 2000. Et donc c'est en 2011-2012 que ça s'est développé, parce que là, il y a les grandes banques de données, ImageNet, etc., qui se sont développées, qui vendent des images. C'est devenu un commerce énorme qui fait gagner des milliards aujourd'hui, hein, on en parlera à la fin, et donc, et qu'on fait étiqueter par des petites mains au Kenya ou à Madagascar. Alors on fait un troisième, c'est l'apprentissage par renforcement. Il n'est pas utilisé à part pour les systèmes de jeux, pour les jeux électroniques, etc., on l'utilise, parce qu'il est très très long. Mais il est utilisé quand on a déjà fait l'autre avant, donc on a les caractéristiques. Là, on va le faire tourner sans qu'il y ait d'étiquette et sans qu'il y ait donc directement de fonction de coût. Il y a une fonction au début, à la fin, mais il n'y a pas de fonction de coût. Et donc on le fait tourner pour affiner, je dirais, souvent après les apprentissages précédents. Et puis il y a le Graal, l'apprentissage autosupervisé. C'est ce que fait un enfant, ce que vous avez fait depuis votre plus jeune âge. C'est vous voyez le monde, et peu à peu vous construisez votre compréhension du monde. Et c'est ce qu'on veut faire, mais ça pour l'instant, sauf dans des secteurs très étroits. Alors, le fonctionnement mathématique, c'est simple, on regroupe les choses
ça s'appelle du clustering, on regroupe les choses en calculant la distance des résultats, on va regrouper par thème comme ça. Donc c'est utilisé de manière très pointue simplement. Par exemple, s'il y a des gens ici qui commandent des bouquins sur Amazon, moi je ne regarde pas, mais sur Amazon, au bout d'un moment, quand vous allez sur Amazon, il vous propose, il a vu que vous aviez acheté plein des polars, il vous propose tous les polars qu'il a. Tout simplement, il a fait un clustering, il a regroupé tous les gens qui avaient à peu près les mêmes achats. Et c'est ce qu'on vous propose. Moi, je sais que je vais acheter des bouquins d'occasion. Ils me disent, les gens qui ont acheté le même bouquin que vous, ils ont acheté ça, ça et ça. Voilà, c'est exactement. Ou par exemple, pour la musique, avec Spotify, c'est ça Spotify. Excusez-moi. Je vous ai dit que j'étais pas. Spotify, voilà, bah, ils vous proposent après les musiciens. Je signale que ce qui est dans les tuyaux, je ne le dirai pas à la fin comme ça, mais un des défauts, ce qui est dans les tuyaux, c'est que, bah, comme vous achetez bien plein de polars, bah, c'est pas la peine à la limite qu'on vous dise on a des polars, on va vous les envoyer. Oui. Et il y a peu de chances que vous les retourniez. Donc c'est dans les tuyaux, on va arriver à la vente forcée comme ça. Voilà. Grâce à l'IA, c'est vachement bien. Seul problème, hein, je le dis tout de suite, c'est que l'IA, elle est nulle. C'est que si je lui dis qu'est-ce qui va se passer là si je le lâche, on a essayé. Hein. Elle est incapable de sortir quelque chose. Parce que le gros problème, c'est qu'elle fait des choses, mais elle est incapable de comprendre ce que c'est que la réalité. Voilà. Il n'y a aucun ancrage dans la réalité physique. Le gamin, il sait, lui. Hein, quand il a 1 an, qu'il balance sa cuillère, puis on la reprend, il est en train de découvrir la gravitation universelle. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple avec ChatGPT, il ne connaît pas la gravitation universelle. C'est énorme. Eh bien, on va en parler de ChatGPT, si ça ne vous ennuie pas. Bon, très vite. Hein. 55 millions de visites par jour en mars dernier. Il y a eu 180 millions d'utilisateurs aujourd'hui. 175 milliards de paramètres, je vous l'ai dit. Il a été entraîné sur une base de 600 milliards de mots. Il a utilisé donc un serveur de 10 GPU, c'est un data center d'environ 80 m², c'est pas tout petit quand même. Hein. Le coût total de l'entraînement, 12 millions de dollars. La notation des données a été faite par des Kenyans qui travaillaient 9 heures par jour à raison de $2 de l'heure. Le coût journalier du fonctionnement des serveurs est estimé à 700 000 $. J'ai dit 6 000 milliards de mots. Je crois qu'Adam, dans toute sa vie, au maximum, il a rencontré 2 milliards de mots, à peu près. Donc on voit quand même. Et puis, j'ai dit qu'il avait travaillé, non, je ne peux pas dire, sur énormément de textes. GPT-3 a travaillé sur 570 gigaoctets de données. Pour vous donner un ordre d'idée, l'intégralité mondiale de Wikipédia, c'est une dizaine de gigaoctets. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ChatGPT? Il ne comprend rien. Alors ça, je vais le répéter sans arrêt, et je vais être grossier même. L'intelligence artificielle, jusqu'à aujourd'hui, c'est con. Il n'y a pas d'autre mot, c'est con. Mais mon chat est plus intelligent que l'intelligence artificielle. Il sait ce que c'est que la gravité, lui, quand il saute. Voilà, comment ça marche, c'est toujours le même, il est toujours là. Et ben voilà, il repose sur ce qu'on appelle, alors GPT, c'est ce qu'on appelle un système de langage qui utilise, le même système est utilisé dans tous les trucs de langage comme ça, il y en a plein maintenant, dans un LLM, j'arrive pas à le dire. Alors en anglais, je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est l'utilisation massive de langage, je crois, quelque chose comme ça. Il a des milliers de textes à sa disposition, et je lui pose la question, par exemple, je fais le prompt, comme on dit, hein, le chat joue avec une. Et alors, il a regardé dans les milliers de textes à sa disposition, les phrases où il y a le chat joue avec une. Et puis il fait des stats, tout bête. Et il dit, il joue avec une balle. Ah, il dit 50%, c'est la balle. Donc, il me répond, il joue avec une balle. Puis là, il continue. Il regarde, le chat joue avec une balle, il regarde, derrière, c'est marqué qu'il roule sur le parquet à 82%. Ça m'étonnerait, mais enfin, ah ben, il va continuer avec qu'il roule sur le parquet. Et puis, ainsi de suite. C'est comme ça que c'est totalement comme ça que c'est fait. C'est absolument asémantique. Il n'y a aucun sens à ce qui se fait. Il faut que ça soit plausible au niveau du langage. C'est tout. Alors, voilà. Aujourd'hui, bon là, je vais passer... Alors, c'est même plus avec des mots qu'il travaille, c'est avec des syllabes. Ça lui permet donc de travailler dans toutes les langues et de pouvoir composer à peu près 200 milliards de mots différents. Donc voilà, mais à partir des syllabes. Je vais penser, ça ne change rien au système, je vous le dis tout de suite. Voilà, alors l'entraînement de ChatGPT 3, ça a duré jusqu'en septembre 2021. Donc si vous lui dites qui était le Premier ministre en 2022, il vous répond, je ne sais pas, je m'arrête à septembre 2021. Si vous lui dites sans dire la date et qu'il n'a pas de réponse, il peut vous dire des conneries. Voilà, et je vais le montrer. Alors, je lui ai demandé, moi, qui était Einstein. Je ne vous demande pas de le lire en intégral. Je peux vous dire que c'est absolument parfait.
Il a trouvé exact, c'est exact un bout à l'autre. Mais il n'a pas recopié ça quelque part. Il n'a pas été chercher l'annuaire des grands savants. Il n'a pas. Non, il a construit. Albert Einstein était un physicien. 50% était un physicien. Théoricien, 32% théoricien. Il a fonctionné que comme ça d'un bout à l'autre. Il ne faut pas rêver. Ça nous donne l'impression que c'est intelligent parce qu'il parle comme nous. Mais c'est faux, c'est faux. La machine ne comprend absolument rien à ce qu'elle produit. La seule et unique preuve que c'est comme c'est les statistiques. Je n'ai pas refait, mais il faudrait que je le refasse. Si je lui redemande qui est Einstein, bon, à mon avis, il ne va pas me dire de bêtises. Mais il ne me donnera pas le même texte. Il ne va pas du tout me donner le même texte. Ah non, non. Moi, j'ai posé 50 fois qui j'étais. Je vais vous donner la dernière réponse, ça va vous faire rire. Mais j'ai été un acteur de cinéma dans les années 40, par exemple, hein, je vous signale. Alors j'ai un nom assez particulier, Grandmont NM. Il y en a à peu près une soixantaine en France aujourd'hui, donc on a vite fait le tour. Donc je sais très bien qu'il dit des conneries. Voilà. Quand on lui propose un nom, une date pour compléter une phrase, son seul critère, c'est la cohérence linguistique. Donc, eh ben, il génère des hallucinations. Qui était René Grandmont? Ça y est, je lui ai posé la question. Eh bien, je vous signale que je suis mort. Je suis mort le 7 juin 1978. Et j'étais né le 5 août 1894. À Romilly, parce que j'ai vécu 20 ans à Romilly. Je ne suis pas né, mais j'y ai vécu. J'étais un homme politique et un écrivain. J'étais même tellement un homme politique que j'ai été député de 45 à 58. Voilà. Et alors j'ai vérifié, est-ce qu'il y a eu des députés Grandmont, etc. Aucun, ça je peux vous affirmer, j'ai vérifié. Tout a été vérifié, ce n'est qu'un tissu de bêtises. Il a voulu répondre. Bah oui, il a dû voir quelque part que travailleur catalan, René Grandmont, il a dit le journaliste, voilà. Ou alors il y avait une phrase où il disait le journaliste, je ne sais rien, mais voilà. On ne sait pas comment ça marche, parce qu'on est incapable de savoir comment ça marche, dans le détail. Voilà, on y a posé la question, est-ce qu'un anaconda peut rentrer, ça j'ai piqué ça sur Paul Assens, hein, peut rentrer en taille dans un centre commercial? Regardez la réponse. Non, un anaconda ne peut pas rentrer en taille dans un centre commercial. Les anacondas sont des serpents très grands qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de longueur. Les couloirs des centres commerciaux ont généralement des plafonds de 2 à 3 mètres de hauteur. Et c'est pas ce que c'est que la gravité. Alors quand on dit à nos élèves d'utiliser ChatGPT, ouais d'accord pour écrire une lettre de motivation et encore. Mais autrement, vous voyez les stupidités. Mais celle-là, c'est un prof de maths, hein, qui dit c'est une catastrophe dans la moindre tâche logique, à moins qu'il ne la trouve déjà faite sur Internet. C'est un matheux italien qui dit ça. Je lui ai demandé il a demandé le double d'un nombre entier pair est-il toujours un nombre entier pair? La réponse c'est oui. Le double d'un entier pair est toujours un entier pair. Puis là, il y a 3-4 phrases où il explique multiplier par 2, puis encore par 2, ça fait multiplier par 4. Enfin, c'est très bien. Et la dernière phrase, c'est en revanche, le double d'un nombre entier impair est toujours un nombre entier impair. Par exemple, le double de 3 est 6, qui est un nombre entier impair. C'est pas mal, hein? Et on nous fait de la pub pour ça, quand même. Alors, je dis pas qu'il faut le jeter. C'est un outil qui peut être utilisé. Mais mettons-en aussi les limites, quoi. Il faut arrêter d'en faire la panacée. Voilà. On peut dire que ChatGPT a moins de connaissances du monde réel que votre chat, c'est ce que je dis. Je sais pas ce que j'ai pour les chats. Voilà. La réincarnation. Alors, on parle de compétences émergentes et tout, mais... Hein, je vais en parler des compétences émergentes par ChatGPT. C'était une catastrophe. Il y a un article dans Le Monde au mois de février qui était assez sympa là-dessus. Alors, le comble du paradoxe, c'est quand même que c'est un robot avec les 4 chats qui vous demande est-ce que si vous êtes un robot, hein. Oui, Bon, le dernier, je sais pas si je l'ai trouvé sur Internet, mais il passe pas souvent. J'ai voulu mettre un peu quelque chose d'amusant. J'ai vu, C'est très orienté. un peu, mais je suis orienté. Je vous signale quand même qu'avec trouver les panneaux ou les routes sur les images, c'est réinjecté pour éditer les images, pour utiliser dans les bases de données. C'est pas gratuit, hein. Alors vous payez rien, vous, mais lui il récupère. Voilà. Alors, néanmoins, cette volonté de dépasser l'intelligence artificielle faible, c'est celle qu'on a actuellement, qui est développée aujourd'hui par l'IA forte, elle reste très importante. Il y a beaucoup de chercheurs, ils veulent absolument, ils rêvent de trouver une IA qui soit une technologie totalement correspondante à celui du genre humain. L'IA faible,
Ben, c'est ce qu'on a actuellement, quoi. C'est-à-dire, il s'agit en fait simplement de l'imitation et de la reproduction des comportements humains dans un domaine relativement précis, relativement étroit. Et on verra des exemples. Je vous donne des exemples, on a fait vachement de pubs. Je pense par exemple à comment AlphaGo qui a battu les champions de Go. Sauf que, alors aujourd'hui c'est amélioré, mais au départ on dit ah, il bat les champions de Go, parce que c'est compliqué. Hein. On n'arrive pas à faire l'ensemble des situations possibles, ça dépasse le nombre de molécules de l'univers, le nombre. Mais sauf que, oui, il l'avait battu sur un global de 19 croisements sur 19 croisements. Mais il était incapable de jouer sur un 17 croisements. Alors qu'un joueur amateur, pas très bon, d'accord, il n'aurait pas battu AlphaGo, mais il était capable de jouer sur les deux. Ou sur les 3 ou 4, parce qu'on fait des 9-9, etc. Donc vous voyez, on fait de la pub, mais on ne dit pas tout des fois. Et il y a des limites. Et ça, il faudra bien qu'on en prenne conscience. Et c'est le cas de l'IAFM. La mémoire est limitée, ça ne suit pas toujours l'évolution de la représentation du monde, etc. Alors ils veulent de l'IAFM, alors ça correspond exactement à l'esprit humain, hein, y compris avec la créativité artistique. Alors juste d'ailleurs, c'est l'année dernière, il y a eu une étude faite par 2 psychologues finlandais, une finlandaise et un norvégien. Ils ont comparé la créativité de 256 humains avec 3 intelligences artificielles en demandant tout simplement d'imaginer des usages inhabituels d'objets usuels, d'objets courants comme des crayons, des ficelles et des boîtes. Eux, ils ont dit, ça a attesté qu'il y avait une certaine réussite de l'IA au sens où elle a trouvé parfois des choses assez inattendues, alors que chez les humains, c'était relativement classique, sauf que, ils disent, quand il y a les meilleures idées des humains, dépassaient très largement les meilleures idées de l'IA. Et donc leur conclusion, moi je vous la lis, hein, après vous prenez ce que vous voulez, cette étude met donc en évidence l'indubitable potentiel des IA en tant qu'outil d'amélioration de la créativité, mais souligne également la nature unique et complexe de la créativité humaine qu'il semble difficile de reproduire ou de dépasser avec la technologie d'intelligence artificielle. Parce qu'on dit, ah, ils ont fait des beaux tableaux, ils ont pris des tâches, etc. Oui, ben moi aussi je trouve que la nature fait des grandes créations, parce que quand je regarde les nuages, l'autre coup je regarde les nuages, eh ben, j'ai cru voir le visage de ma tante. Est-ce que c'est de la création artistique? Je veux bien. Mais non, mais c'est exactement la même chose quand même. Hein. Alors depuis 60 ans, tous les 5 ans, on nous promet la singularité, c'est-à-dire le moment où l'humain va être dépassé par les machines à venir. Je pense qu'on en est encore très loin. Hein. Et puis surtout, il y a encore énormément de travail, à mon avis, pour arriver à s'en approcher vraiment sérieusement. On nous parle des voitures autonomes. Alors il paraît que ça y est, les taxis autonomes en Chine, il y en a des milliers maintenant, avec tous les problèmes que ça pose, parce que c'est pas encore totalement au point, c'est vachement compliqué. Quoi. Le maximum qu'on a, c'est des millions de neurones. Bah, votre chat, il en a 760 millions des neurones, donc il est largement au-dessus, certainement. Hein, voilà. Et alors, nous dire, voilà, je vous parlais des globales, bon, moi je vais passer, je l'ai dit. Et donc, on nous a fait croire que ça, c'était de l'intelligence forte, ça dépassait l'humain. Pas du tout, hein. Moi je l'ai vu celui-là, c'est Pepper au milieu, il est venu, ils l'ont présenté ici à des trucs. Alors il répond, alors pour les gamins c'est impressionnant, le truc répond. Mais souvent il vous dit, je sais pas, parce qu'il est très limité, c'est une voix métallique et tout, ça fait beau. Comment ça s'appelle celle-là, je sais plus, Isia ou un nom comme ça, hein. C'est Sophia. Sophia, ça a été présenté comme son visage change suivant ce qu'elle dit, parce que c'est flexible. Mais tout est programmé, quoi. Il n'y a pas de spontanéité, il y a pas... Non, c'est pas bon, quoi. Tout simplement parce que pour arriver à une IA forte, il faudrait être capable de régler l'ancrage des symboles, c'est-à-dire le lien dont je parlais entre d'une part les mots et les images, et d'autre part le réel, la réalité physique. C'est-à-dire qu'il faudrait que les machines apprennent aussi efficacement que les animaux et les humains, qu'elles acquièrent par apprentissage auto-supervisé, c'est-à-dire le dernier, le plus dur, des modèles du monde, qu'elles accumulent assez de connaissances pour qu'un certain sens commun de la réalité émerge, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis, il faudrait probablement ajouter aussi des capacités conceptuelles qu'on ne sait pas faire. Comment vous programmez de l'empathie dans un ordinateur? Comment vous programmez de la motivation? C'est pas évident, enfin je ne sais pas, pour l'instant on n'arrive pas. Je vous dis, moi j'ai essayé à ChatGPT de faire de l'humour. J'ai demandé des blagues. Alors, ou bien c'est du niveau la tête à Toto, hein, ou bien c'est même pas comique. Et essayez de faire du second degré avec ChatGPT, vous allez voir. On passe à côté complètement.
Bah oui, c'est vrai que c'est pas évident. Des fois, nous-mêmes, on se fait prendre par des collègues, hein. Il y en a qui aiment ça, et donc, mais oui, donc, et puis, bah oui, est-ce que c'est vraiment de l'intelligence? Je sais pas. Je pense qu'un bébé, il est plus fort que l'intelligence artificielle. Alors, on vient de dire, ben oui, mais il calcule moins vite que l'ordinateur. D'ailleurs, même quand il sera adulte, et même s'il est prof de maths, il calculera 1 milliard de moins vite que l'ordinateur. Mais est-ce que vous dites à votre téléphone portable qu'il est intelligent? Je sais pas. Est-ce que vous dites qu'un drone, il est intelligent parce qu'il sait voler? Ou qu'un sous-marin, il est intelligent parce qu'il sait nager? On est exactement, alors avec plus ou moins de complexité, mais on est dans les mêmes catégories. Voilà. C'est des compétences aussi. Hein. Donc, comme le dit Luc Julia, il y a un livre qui est là, qui a été un concepteur de l'assistant vocal Siri, d'ailleurs, ancien vice-président de Samsung pour l'IA. Il dit, je soutiens que l'intelligence artificielle n'existe pas, si nous devons garder cette acronyme IA, alors plutôt que de dire artificielle, on va dire augmentée, parce que ça aide l'intelligence humaine, quoi. Je sais pas bien la fin de phrase, mais c'est ça. Et puis, moi je trouve que c'est... Alors, si on l'explique, c'est pas gênant, mais il y a une ambiguïté profonde, et ça ravage, en termes de diffusion de la science, d'utiliser sans arrêt le terme intelligence. On trompe les gens, parce qu'il n'y a pas d'intelligence les 3 quarts du temps. C'est Lequin qui dit « Les capacités d'apprentissage des systèmes d'IA, aujourd'hui, sont très en deçà de ce qu'on observe chez les humains et même chez les animaux. Ces systèmes compensent leur faiblesse de raisonnement par une accumulation de connaissances tirées de tous les textes possibles du VEL. Leur connaissance du monde, en particulier du monde physique, est extrêmement réduite. Ils n'ont aucune notion de la réalité, ils ne connaissent que du texte. Et il ajoute d'ailleurs, la grande majorité de la connaissance humaine est non linguistique. C'est vous avez vu, vous avez touché, etc. Et Yvan Lavallée, qui est le directeur de Progressiste, qui a écrit un livre d'ailleurs sur la cyberrévolution, il dit c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement de l'algorithmique. Alors on a beaucoup développé, beaucoup d'algorithmes très puissants, ça ne retire rien à la valeur du truc, qu'on soit bien clair, ça peut nous aider énormément. Il faut aussi avoir conscience de ce que c'est réellement, il ne faut pas tromper le public, quoi. Il faut en fixer les limites. Et, ouais, oh là, bon, ça y est, un quart d'heure. Déjà les biais. Ils présentent des biais qui peuvent conduire à des erreurs dommageables. Alors, en premier lieu, les systèmes d'IA apportent des réponses qui correspondent au miroir déformant du corpus de textes, d'images issus d'Internet sur lesquels ils ont été entraînés. Par exemple, en 2016, Microsoft a créé un chatbot, un chat GPT, qui s'appelait Tile. Le truc a marché 16 heures. Au bout de 16 heures, il a été obligé de le retirer à toute vitesse. Le truc était devenu complètement xénophobe, sexiste, nazi, etc. Tout simplement parce qu'il l'avait entraîné sur les textes qui étaient sur Twitter. Donc où il y a tous les fake news, etc. Et donc le truc, il a produit. Il ne faut pas rêver. Autre exemple, en 2014, alors ça c'est voilà, en 2014, Amazon décide de s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour recruter son personnel. Puis il s'aperçoit au bout d'1 an que les CV des femmes sont systématiquement écartés des postes de développeurs de logiciels ou des autres postes techniques. Alors là, ce qui prouve quand même qu'on peut être un grand chercheur en informatique et être un peu ras de la casquette quand même, hein, parce que là, ils s'aperçoivent que, ah ben oui, mais on l'a entraîné sur le personnel existant, où il y avait que des hommes. Ouais, il y en a qui savent, oui, bah oui. Voilà. Globalement, on peut dire que parmi les biais amplifiés par l'IA, le racisme et le sexisme sont les plus fréquents, pas en raison de la machine, mais seulement en raison des données qu'on utilise pour leur classification. La plus grande banque de données qui a été utilisée à partir de 1900, je ne sais plus, elle a été créée, je crois que c'est en 2006, oui. Ils avaient classé 13 millions d'images dans plus de 20 000 catégories. C'est dénoncé dans un livre qui s'appelle l'Anti-Atlas d'intelligence artificielle. Ça a été dénoncé par les savants à l'époque quand ils s'en sont aperçus. Elle avait créé 20 000 catégories. Dedans, vous aviez la catégorie dingue, homme-singe, prostituée, etc. Et alors, tu mettais la photo sur Facebook, tu adorais ça, tu passais tes vacances, tu mettais la photo de ta femme à maillot de bain, étendue, et puis elle se retrouvait dans la catégorie prostituée, par exemple. Parce qu'ils ne cherchent pas à savoir d'où vient la photo, à quoi elle... Non, c'est classé comme ça.
Les trois quarts des handicapés étaient d'hommes singes, dingues, etc. C'était un scandale. Alors, bon, ImageNet a réduit son nombre de classifications. Mais le vieux fond raciste, xénophobe, etc., il est resté. Donc on continue à entraîner tout ce qu'on fait avec ces trucs-là, quand même. C'est ça le problème. Et puis, je vous signale qu'aujourd'hui, on fait fabriquer à l'intelligence artificielle des images étiquetées pour mettre dans la base de données qui va entraîner l'intelligence artificielle. On en est là, quand même. C'est quand même délirant, là. Hein. Par exemple, et puis il se trompe. Hein. Celle-là est amusante comme histoire. En 2017, les Allemands, ils ont un système de reconnaissance d'image qui est le plus performant à l'époque. Et en particulier, ils ont obtenu que, sans se tromper, ils reconnaissent la Ford, c'est la Ford T. C'est ça, celle-là, vieille Ford. Donc, quel que soit l'angle où on prend la voiture, le Ford T. Et là, ils y font une vacherie. Ils la peignent comme une peau de léopard. Et le truc, il répond, c'est un léopard. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu la forme. Il n'a pas vu la forme. Alors ils ont dit, bon, il a été amélioré depuis, hein. Je le dis quand même, c'était en 2017. Mais ça montre bien qu'il y a des limites, c'est ça que je voulais montrer. Et puis il y a aussi des compétences émergentes, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas prévues et qui apparaissent. Alors on peut me dire, c'est ça la créativité. Ouais, à condition que ce soit des bonnes choses émergentes. Et ça, c'est pas gagné. C'est une chercheuse de l'université Brown qui dit, nous ne savons pas ce qui se passe sous le capot. Parce que vous ne pouvez pas aller voir à l'intérieur, vous avez des calculs tellement compliqués, 175 millions de paramètres, qui changent sans arrêt avec la rétropropagation. Vous ne pouvez pas aller voir ce qui se passe. Et donc c'est ce que je vous disais, Le Monde, le 14 février, il a rapporté que des universitaires en France, ils s'étaient amusés, des hackers un peu, à essayer de faire disjoncter ChatGPT, et 50 fois ils ont répété le prompt, c'était poème, P-O-E-M, poème. Au bout de 50 fois, un long texte est sorti, et on s'est aperçu qu'il régurgitait une partie des données sur lesquelles il avait été entraîné, donc des données personnelles, des données qui relevaient du secret industriel, etc. Donc il a ressorti comme ça. Les gars qui ont mis au point de truc, ils sont capables d'expliquer pourquoi, quand même. Et ça, c'est inquiétant. Et donc, le contrôle sur ce qui se semble savoir et faire ces ChatGPT, ben, il est très difficile, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est les résultats, il y a des calculs. Donc, ben, c'est des boîtes noires. On travaille aujourd'hui avec des boîtes noires, à la différence des boîtes noires des avions, qu'on ne sait pas ouvrir. Les boîtes noires des avions, on les récupère, on les ouvre. Là, on ne sait pas les ouvrir pour l'instant. Alors, ça ne réglera pas tout. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, hein, cette chercheuse, elle est le plus grand danger politique que pose l'IA, c'est son opacité accrue. Alors, une chose qu'on pourrait réclamer, c'est que tout ce qui se fait en IA, ça soit open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse aller voir comment ça se fait. Ça ne veut pas dire qu'on ira voir dans les boîtes noires, mais au moins on saura comment ils ont commencé à le construire. Ça, il y en a qui l'ont fait. Je pense à cette start-up française, Israeli, qui faisait tous ces projets. Ils ont fait des trucs très bien d'ailleurs, des petits trucs en intelligence artificielle, très bien, et tout était open source, jusqu'à il y a un an. Il y a un an, ils avaient besoin de crédit, ils ont fait rentrer le capitaux de Microsoft dans leurs capitaux. Première décision des 15% de crédit de Microsoft, c'est on supprime l'open source. Voilà. Et puis il y a des dangers. Alors les dangers, alors c'est vrai, c'est comme la langue de Zop. Quand on a créé les premières machines, il y avait des aspects, il y a l'atome, hein. Quand on a l'atome, vous avez été voir Oppenheimer d'un côté, et puis il y a aujourd'hui l'énergie et tout. Donc il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Moi ce que j'essaie de montrer ici, c'est non pas qu'il faut aller contre l'intelligence artificielle, mais il faut la réguler, il faut la contrôler, etc. Et les dangers, c'est par exemple, elle n'est pas un problème en elle-même, mais c'est même un immense atout, à mon avis, pour contribuer à résoudre des défis sociaux et environnementaux de plus en plus complexes. Mais il faut connaître ces dangers pour les combattre. Et donc, il faut, en un mot, affronter lucidement tous les enjeux écologiques, démocratiques, éthiques que soulève cette nouvelle technologie. Et on n'en dit pas aux gens, on fait croire que c'est la révélation divine, ça ne se discute pas. C'est comme ça quand même qu'on nous le présente. Et c'est ça le vrai problème. Au niveau écologique, l'infrastructure nécessaire pour alimenter les systèmes DA, ça nécessite, pour que ce soit des réseaux, des routeurs de réseau, batteries, en passant par les centres de données, les ordinateurs, les téléphones portables, etc., il faut plein de terres rares. Il faut tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'est des mines au Congo où travaillent des gosses.
c'est des mines en Mongolie, avec un taux de pollution qui est absolument dément. C'est y compris dans la Silicon Valley. C'est Kate, j'arrive jamais à dire son nom, là, qui est là-bas, qui dit au lendemain de la rue vers l'or, il y avait des vallées à côté en Californie qui étaient devenues des vrais déserts parce qu'ils étaient tout déboisés pour faire du bois de mine pour aller dans les mines. Bon, la rue vers l'or, donc ça s'était reboisé et tout. Et donc, il dit, on avait des régions charmantes. Aujourd'hui, alors il ne coupe plus les arbres. Elle dit, il y a des lacs entiers de déchets de lithium, donc rien ne peut vivre dedans, c'est des lacs tout noirs. Et elle dit, on revit un peu ces choses-là avec la Silicon Valley, quoi. Voilà. Et puis, il y a la dépense énergétique, hein, quand même. Il faut savoir que l'impact carbone de l'entraînement d'un logiciel, c'est l'impact carbone d'un Européen durant un siècle. Alors c'est vrai, il ne faut quand même pas exagérer, hein. L'empreinte carbone des activités numériques, c'est 3,8% des empreintes carbone mondiales. C'est pas énorme, mais c'est pas moins, c'est pas plus, et c'est pas moins que l'impact carbone des volets de l'aviation, je vous signale. C'est du même niveau. Hein. On parle beaucoup des avions, oui, voilà. Il faut savoir qu'un super ordinateur comme ça, ça consomme 6 millions de kilowatts. C'est-à-dire l'équivalent d'une ville de plusieurs milliers d'habitants. Et puis, donc, ça fait réfléchir quand même, parce que je vous dis, le cerveau humain, 150 000 milliards de liaisons synaptiques. Et chaque liaison synaptique fonctionne 100 fois par seconde. Donc ça fait 15 millions de milliards de calculs par seconde dans votre cerveau, de mouvements dans votre cerveau. Et ça use 25 watts. 25 watts. Voilà. Il n'y a pas à dire, j'ai rien contre l'électronique et l'informatique, au contraire, il faut développer. Le biologique, c'est pas mal non plus, dans ce cas-là. Voilà. Dans le domaine régalien, alors bon, la reconnaissance faciale. Bon, je ne vais pas parler du fait qu'on est fliqué partout, alors, on parle beaucoup de la Chine, etc. Malheureusement, il n'y a pas que la Chine. Je pense que ça se développe partout et ça devient vraiment dangereux. Amnesty International, dans son rapport annuel, prévenait que l'automatisation non contrôlée peut exacerber les inégalités. En citant par exemple le cas, c'est en Serbie, la protection sociale elle est gérée par une IA, et donc elle a supprimé les aides à de nombreux foyers, en particulier les Roms et les personnes en situation de handicap. Voilà. Je vous signale que le premier truc de reconnaissance faciale qui a été créé par Amazon, ça s'appelait Amazon Recognition. Et alors ils l'ont testé en 2018 sur le Congrès américain. Ils ont passé les mecs. Et ils ont découvert, dans les députés, les élus américains, il y avait 28 criminels. Le truc s'était planté. Voilà. Juste une petite parenthèse, les 28, c'était ou des latinos ou des noirs. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est plus grave quand même. C'est dans le dernier numéro de... Non, c'est pour la science, je ne sais plus où j'ai vu ça. Aujourd'hui, on reconnaît les visages, mais à travers la reconnaissance des visages, on veut reconnaître le caractère et les émotions dont sont capables les gens. Donc on a fait des études, par exemple, on a envoyé des chercheurs en Polynésie avec des photos amusantes ou douloureuses pour voir la tête que faisaient les Polynésiens, qui évidemment ne faisaient pas la même tête que nous, parce que c'est culturel ce truc-là. Ça n'a pas empêché qu'on continue. Il n'y a aucun truc scientifique qui prouve qu'on peut voir toutes les émotions. Évidemment, si vous me voyez là, vous allez dire il est gai. Ceci étant, si vous n'entendez pas le bruit, je suis en train d'hurler de douleur. C'est pas... Donc, mais bon... Ok, mais si, il continue. Et c'est utilisé dans les recrutements. C'est-à-dire, on filme les entretiens de recrutement et on met ça devant des intelligences artificielles qui vont dire ce monsieur risque d'être agressif, il ne faut donc pas l'embaucher. Et sur cette base-là, on fait le tri. Chez Amazon, ça se fait. Ça se fait. Voilà. Et puis, même inquiétude, alors ça, c'est avec les SALA, les systèmes d'arbres létales autonomes. Alors pour l'instant, on n'a pas entendu parler de robots tueurs, sauf que, à Gaza, c'est l'intelligence artificielle qui décide à quel endroit vont tomber les bombes. Ça a même été dénoncé par des militaires israéliens qui trouvaient que... Et donc, alors bravo, l'intelligence artificielle, elle a réussi, le massacre est total, c'est parfait. Alors, dernière chose, on dit, l'intelligence artificielle, c'est génial, les hommes ne vont plus travailler, c'est le paradis sur Terre, et puis comme ils ne travaillent plus, génial, il n'y aura plus de lutte de classe. C'est gagné.
Ah ouais, pourtant la plus grande crainte quand même qu'on a, c'est l'emploi. Alors je ne vais pas vous donner de chiffres parce qu'il y a toutes les sortes de chiffres qui paraissent, donc je ne vais pas vous donner de chiffres. On parle de, je crois que c'est le dernier forum mondial économique a dit 83 millions qui vont supprimer, 63 millions qui vont être créés, tout. Mais il y a tous les chiffres. Donc, mais par contre, on sait que ça a déjà été le cas à chaque étape de la modernisation de la société. Quand on a rentré les machines à vapeur dans les usines, il y a eu des suppressions d'emplois, l'automatisation, ça a supprimé les emplois. Il y a eu des batailles sociales. Bon, parfois, je pense au canut, je vous ai parlé des métiers à tisser. Parfois, bon, ça s'est pas bien passé, mais il y a eu des batailles. Ça a surtout servi aussi parfois à supprimer des postes de travail très pénibles, très répétitifs, qui n'étaient pas très valorisants au niveau du travail, au niveau de l'humain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des travaux pénibles qu'on va supprimer avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est des fonctions à haute compétence cognitive qu'on va supprimer. C'est des journalistes qu'on veut supprimer. C'est ce qu'ils voulaient faire l'Est républicain. C'est des avocats, c'est des scénaristes, on l'a vu à Hollywood. C'est des traducteurs, c'est des enseignants. C'est des tas de gens qui travaillent dans la fonction publique. C'est-à-dire, on va supprimer les emplois qui sont les plus valorisants, je dirais, au niveau du contenu pour l'homme. Donc c'est ça qui va devenir dramatique. Et du coup, il y avait un vieux barbu en 1848, qui avait dit, alors voilà, oui, ça je l'ai dit, l'arrivée des machines soustrait la main-d'œuvre de la fabrication de produits finis et transforme le travailleur en accessoire de la machine. Mais il ajoutait quelques années plus tard dans le Capital que le déplacement ou l'affaiblissement d'un groupe de travailleurs par la mécanisation est la source immédiate d'augmentation du profit, mais quelque part dans le système, des injections de nouvelles main-d'œuvre vivantes, que ce soit sous la forme de métiers anciens ou nouveaux, doivent finalement compenser si l'on veut prévenir la baisse du taux de profit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On supprime des emplois de journalistes, de scénaristes, mais on a créé des centaines de milliers d'emplois d'esclaves du clic. Pour entraîner l'IA, en France, en 2019, il y avait 260 000 personnes qui passaient des heures à cliquer pour étiqueter des textes ou des images. Souvent, donc des emplois précaires, souvent des femmes, comme ça, pour arrondir leur fin de mois ou même pour avoir leur mois, avec du travail à distance. En 2023, il doit être beaucoup plus en France, voilà, parce qu'en 2023, dans le monde, il y a 163 millions de salariés du clic. Alors on dit que ça va supprimer 83 millions d'emplois, et on a 163 millions qui ont été créés. Alors quand je dis de salariés du clic, je devrais dire d'esclaves du clic. Alors c'est dans les pays en voie de développement, ce que tu disais, c'est à Madagascar, c'est au Kenya, c'est au Venezuela, c'est en Indonésie. Hein. Est-ce que vous me donnez 5 minutes encore? Bon, d'accord. Voilà, ça c'est le témoignage d'une fille qui préparait une thèse au Kenya, et elle gagne sa croûte, et elle était parmi les 4000 personnes qui travaillaient pour TikTok, ChatGPT, Facebook, etc., à regarder en boucle du contenu et devait décider donc si ce contenu, donc c'est des textes, des images, des vidéos, etc., était convenable ou pas suite aux dénonciations du utilisateur ou même par IA, parce que ça se fait automatiquement. Elle dit qu'on disposait de 55 secondes maximum pour décider. Il y a des vidéos qui font 30 secondes. Donc, vous voyez déjà. Donc on pouvait regarder entre 1000 et 2000 contenus par jour. Donc, oui. Alors, avec toutes les erreurs que ça peut donner, hein, j'avais l'exemple d'un Indonésien qui a systématiquement les photos où on voyait du sang, en disant c'est violent. Mais les tableaux dans lesquels il y a du sang, il les retirait aussi. Voilà, par exemple. En vidéo, j'ai vu beaucoup de suicides, des attaques ou de la propagande terroriste, des violences contre les enfants, de la pédopornographie. J'ai vu un homme violer un enfant de 2 ans. Voilà. Ça s'est révélé trop explicite. Ces images, je les voyais tout le temps, elles restaient en moi, elles ont affecté toute ma vie. Aujourd'hui encore, je ne dors pas. Ils disent qu'il y a un taux de dépression, de suicide, c'est chez ces gens-là, qui est énorme. Et tout ça, quand même, il ne faut pas rêver, pour 380 € par mois. Voilà. Donc, si on supprime des emplois le plus souvent qualifiés, eh ben, on produit en parallèle un système de travail pénible, précaire, instable, mal payé, des esclaves. On revient au pire temps de la paupérisation. Voilà.
Alors que l'IA devrait être utilisée pour améliorer le travail. Ça, on peut, on le sait. L'automation, on l'a su qu'elle pouvait. On n'a pas toujours gagné, mais on l'a su. Voilà. Alors, ça se bat, hein. Je vous signale quand même que au Kenya, les filles, là, tout ça, tous ces mecs-là, ils ont créé un syndicat. Il est créé, ils se battent. Ils ont fait grève dernièrement. Comme il y a eu la grève des scénaristes à Hollywood l'année dernière, tout comme il y a eu la grève des journalistes à l'Est républicain il y a quelques mois. Il faut se battre, c'est tout. Et puis le dernier point que... Ah oui, et puis bon, c'est ce que dit un chercheur à l'OCDE, donc ça ne doit pas être quand même un grand révolutionnaire. Il dit le problème, c'est on va réduire du temps de travail avec ça, mais est-ce que ça sera compensé en termes de salaire ou allons-nous vers un accroissement des inégalités? C'est exactement ce que disait... L'international. Voilà, bon, j'arrête de le dire. Et le dernier truc, c'est les données. Parce qu'on ne le voit pas, mais ça, c'est le sous-jacent, c'est le truc le plus énorme. C'est ce que je vous ai dit, c'est la mine. C'est les mines. Hein, et tout comme le plus gros truc aujourd'hui, c'est le pétrole, et bien, aujourd'hui, c'est quasiment du même niveau, au niveau rentabilité financière, je vous le dis. Hein. Les données codes d'entraînement constituent le fondement sur lequel sont bâtis les systèmes actuels d'apprentissage automatique. Il semblerait même qu'actuellement, des IA, c'est ce que je dis, fabriquent des données pour alimenter les données. C'est quand même de fou. Et c'est devenu complètement une marchandise. Donc, par exemple, ImageNet, ben, il étiquette et il vend. Hein, on étiquette les machines. Vous allez sur Facebook, mes dernières vacances, vous avez étiqueté vos images, et c'est du temps gagné pour eux, mais ils vont les revendre, hein, vous en faites pas. Alors vous ne les verrez jamais apparaître, hein, c'est dans la base de données, ça ne sort pas. Ça tourne, là, c'est fermé. Hein. C'est un silo, c'est fermé. Donc, et donc, c'est contrôlé par quelques grandes plateformes. Je vais vous dire tout de suite, hein, elles dépendent tous des GAFA. Ouais. Vous avez fait le tour, toutes elles dépendent des GAFA. Alors les classifications, je vous l'ai dit, elles ne sont absolument pas neutres. Et on s'aperçoit que quand on les étudie, eh bien, on découvre qu'elles sont truffées de stéréotypes, d'erreurs, d'absurdité. Parce que tout simplement, pour classer toute la richesse du monde, quand vous voulez faire des catégories, vous êtes obligé de simplifier. Et pour simplifier, vous êtes obligé d'élaguer. Alors, c'est à peu près comme si je disais, ben, j'essayais, j'ai réussi, j'ai classé là, tout ça. Il y a des hommes et des femmes, terminé. Mais qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça? Est-ce que j'ai compris le public qui était là, en disant, il y a des hommes et des femmes? Mais j'ai caricaturé, j'en reconnais, ça m'arrive. Mais c'est ça qu'il faut. Hein? Et donc, l'approche, elle reste fondamentalement construite sur une relation d'extraction avec des données totalement coupées des personnes ou des lieux d'où elles proviennent. Elles sont sources de pouvoir, du coup. C'est ce que dit Geoffrey Walker et Suzanne, je ne sais pas comment. Enchâssées dans des infrastructures de travail, les classifications deviennent relativement invisibles sans rien perdre de leur pouvoir. Et le système, donc, avec ça, joue un rôle dynamique dans le monde matériel et social. Classifier les données, c'est pas neutre. C'est une intervention sociale et politique. Donc si c'est une intervention politique, ça donne un vrai pouvoir politique. Avec l'IA, on a un vrai pouvoir politique qui se met en place aujourd'hui au niveau mondial. Voilà. Et puis, bah, c'est ce que je vous disais, là je vais passer, hein, voie automatisation plus poussée du travail de consommation. Bah, on vous enverra les bouquins, même si vous ne les avez pas commandés, même s'il y en a 30% qui le retournent. On a gagné, ils sont gagnants, donc c'est gagné. Voilà. Et puis c'est une source de profit parce que tout simplement, alors ça c'est des sources, mais c'est une source, oui, mais ça c'est ce que j'ai dit, excusez-moi, source de profit, parce qu'ils vendent leurs données. Ils vendent leurs données. Quand Google Translate il fait de la traduction, il utilise les milliards de phrases qui ont été écrites depuis qu'il existe pour alimenter. Et quand vous l'utilisez, puis vous dites là il y a une erreur, parce que lui il est bon en anglais, il dit là il s'est gouré, ah, ça y est, il a récupéré, il transforme. T'as pas touché un sou, mais il l'a fait. Donc ils vivent complètement de notre travail gratuit. On se pose la question, je vais vous dire, Facebook, actuellement c'est 48 000 salariés. General Motors, c'est à peu près le double, centaines de milliers de salariés. La capitalisation boursière par salarié de General Motors, c'est 213 000 $. La capitalisation boursière de Facebook par salarié, c'est 20,5 millions $. Où est la différence? Ben, la différence, elle est dans les 2,5 milliards, enfin les 2 milliards 600 millions de personnes qui utilisent Facebook, qui fournissent en permanence du travail gratuit. Et oui, et c'est ça qui les fait vivre. C'est eux, hein, ils ont travaillé dessus, elle dit, il y a une stratégie
plus complexes d'extraction de la valeur économique d'une main-d'œuvre gratuite ou à faible coût dans des réseaux médiatisés par ordinateur, main-d'œuvre aussi dispersée et anonyme que les travailleurs peuvent être traités comme des non-personnes. Vous n'existez pas, vous rapportez. Point. Et je crois que là, c'est des gens de Microsoft qui ont fait l'étude, oui, Gray et Suri. Il dit les nouveaux appareils prétendument intelligents nécessitent le travail fantôme, incessant de millions d'assistants humains qui ne le savent pas. Voilà. Donc, si les réseaux sociaux peuvent être des éléments de développement de la démocratie, on pourrait les utiliser comme ça. On peut même, on le fait plus ou moins, peu, mais on le fait. Mais ça n'intéresse pas les GAFAM, ils en ont rien à foutre. Les GAFAM, c'est eux, hein. Donc Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft, la seule chose qui les intéresse, c'est plus de clics, c'est plus de flics. Voilà, alors je vais conclure quand même. Oh oui, j'ai pris largement le temps. Hein. Comme le dit la chercheuse, c'est elle que je voulais citer sans arrêt, Cathy Crayford, qui a fait l'anti-atlas, l'IA n'est ni artificielle ni intelligente. Elle n'est pas artificielle parce qu'elle est complètement incarnée et matérielle, faite de ressources naturelles, avec les dégâts qu'on a, faite de carburant, faite de données, faite de main-d'œuvre humaine, faite d'infrastructures, de logistique, etc. C'est pas quelque chose d'éthéré. Parce qu'on nous donne cette impression-là, quand même. On nous fait croire que c'est comme ça une intelligence qui se balade là, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, là, tout là. Bon. Et puis, elle n'est ni intelligente parce qu'elle dépend entièrement d'un ensemble beaucoup plus large de structures politiques et sociales qui la conçoivent pour servir aujourd'hui des intérêts de plus en plus privés dans notre société. Et c'est ça le problème. Hein. De la même manière que la machine à vapeur ou l'électricité ont bouleversé et changé le monde, il est évident aujourd'hui que l'IA a et aura un impact profond sur notre société. Mais les avancées de l'IA ces dernières années, elles sont bien réelles, mais l'écho médiatique donné aux déclarations de certains faux prophètes de la Silicon Valley ne fait souvent que brouiller notre perception des enjeux véritables qu'il y a derrière et nous empêche d'interroger vraiment les usages de cette technologie. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est un journaliste de Arrêt sur Image qui dit « En fait, ce récit dominant donc, de la Silicon Valley, annonçant l'arrivée prochaine de machines conscientes, n'est qu'un vernis techno-religieux posé sur le même vieux projet patronal d'exploitation maximale du labeur humain et d'optimisation des profits. » C'est très orienté, je reconnais. Voilà. Je vous dis ce qu'il a dit, moi je cite, hein, c'est tout. Et Kate Crayford précise « L'intelligence artificielle est désormais un acteur qui détermine ce qu'est le savoir, la communication, le pouvoir. Puisqu'elle recartographie le monde et y intervient, l'intelligence artificielle, c'est la politique par d'autres moyens, même si on le reconnaît rarement comme tel. Politique menée par une demi-douzaine d'énormes sociétés. Hein. Le potentiel émancipateur de la révolution numérique reste donc à conquérir. Laissera-t-on l'IA plonger la société dans une dystopie orwellienne ou l'utilisera-t-on pour répondre aux aspirations les plus progressistes des femmes et des hommes? Face aux défis auxquels aujourd'hui est confrontée l'humanité, la mobilisation du meilleur des différentes formes d'intelligence non artificielle, irréductiblement humaine et socialement construite est indispensable, parce que l'intelligence humaine, c'est une construction d'un individu, c'est une construction sociale aussi, hein, c'est pas un individu, c'est une construction sociale, donc voilà, socialement construite. Comme disait un grand philosophe, non, grand écrivain français, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et comme le disait mon ami, il est mort malheureusement, Jean-Pierre Kahn, qui était académicien, grand mathématicien, il faut une appropriation collective de la science comme il faut une appropriation collective des moyens de production et de genre. L'appropriation sociale du progrès des sciences et des techniques reste donc une bataille permanente à mener. Alors, je vais me permettre d'ajouter, en tant que président de l'UPTC, n'est-ce pas d'ailleurs ce qu'essaie de faire à son tour, à son tout petit niveau, l'UPTC. Effectivement, je pense qu'on peut vous remercier pour cet exposé qui est très fouillé. Bon, pour ma part, je voulais faire part d'une petite anecdote qui remonte aux années 1981, à l'époque où j'avais acheté mon premier ordinateur. C'était un micro-ordinateur qui avait 16 kilo-octets de mémoire vive. Le microprocesseur, je ne sais plus à quelle vitesse il tournait, ça devait être quelques mégahertz de plus, et on enregistrait les programmes sur une bande magnétique. Vous voyez où on en était à l'époque.
Bon, eh bien, on avait réalisé un programme. On avait fait un programme qui tournait sur cet ordinateur, qui consistait en ceci. L'ordinateur avait une liste d'objets en mémoire. Ensuite, il demandait à la personne qui avait en face de lui d'imaginer un objet. L'ordinateur posait des questions à la personne à propos de cet objet, et la personne devait répondre par oui ou par non. Et au bout de quelques questions, il arrivait à répondre l'objet auquel il pensait, qu'il avait en mémoire. Et ce qui est le plus, c'est que s'il n'avait pas trouvé l'objet auquel il pensait, il disait à la personne qui avait en face de lui, l'ordinateur disait que je ne connais pas cet objet, pouvez-vous me donner son nom? Donc on donnait le nom de l'objet à laquelle la personne pensait et il mémorisait cet objet. La fois suivante, il était capable de le ressortir. Bon. À cette époque-là, bon, on n'aurait jamais dit que c'était de l'intelligence artificielle. Bon. On était quand même extasiés devant les performances. Actuellement, bien sûr, les capacités ont augmenté considérablement, la mémoire fabuleuse, les vitesses d'exécution fabuleuses, mais dans le fond, le fonctionnement, je pense qu'il est resté le même, fondamentalement le même. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune intelligence, il y a quelque chose qui vient, mais ce n'est pas de l'intelligence. Dernière chose, vous nous avez parlé du test de Turing pour distinguer la machine d'un être humain. Moi, pour distinguer si un ordinateur est intelligent, je proposerai un autre test, c'est celui de la désobéissance. Est-ce qu'un ordinateur est capable de désobéir? Voilà. Bon, je n'ai pas d'exemple précis en tête comme ça, mais on pourrait en imaginer. Capable de désobéir, justement. Voilà. Mais c'est un bon critère. Bien. À qui veut arrêter le phénomène? Est-ce qu'il faut l'arrêter? Alors, pas au niveau de la mauvaise utilisation, au niveau du développement de ces technologies. Moi, je pense non, les technologies, en elles-mêmes, elles sont pas, à part le fait qu'on a des boîtes noires et tout, là, je suis d'accord, on peut probablement trouver des moyens de... La recherche en informatique, je crois qu'il était venu quelqu'un qui est décédé, comment il s'appelait, ce copain qui était venu nous parler des communs et qui avait parlé de tous ces aspects-là. Les start-up en France, la plupart du temps, elles travaillent avec les universités. Elles vont découvrir un truc intéressant. On va créer une start-up privée, elle va finir de la développer, et un coup qu'elle va être développée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va la vendre à un GAFAM, qui va la réutiliser, etc. Alors bon, j'ai rien contre ces gens-là, ils ont travaillé, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que c'est monopolisé dans cinq groupes, quoi, faut pas rêver, hein, qui possèdent tout, et c'est ça qui est le danger. Tu disais, il y a le bouquin, comment le féodalisme, je ne sais plus sur quoi là. Oui, techno-féodalisme. Techno-féodalisme. Ben oui, on a 5 féodaux qui possèdent tout, quoi. Et donc, c'est là qu'est le danger. Pas de la technologie, c'est de leur propriété. Et d'où la nécessité, c'est ce que je dis, que les gens se réemparent. Alors c'est compliqué, mais il pourrait y avoir déjà des lois. On pourrait faire des lois qui limitent sur les données, par exemple. Alors il y a eu des procès d'ailleurs, je crois que c'est le New York Times qui a fait un procès pour l'utilisation de ces articles par ChatGPT. Mais on pourrait multiplier, obliger par exemple à ce que dans les bases de données, à côté, il y a à quel endroit elle était prise et qui l'avait. Oui, mais excusez-moi, les sociales sont prises par Microsoft maintenant. Ben oui. Que la police aussi est organisée par Microsoft. Je sais. Et de plus, vous savez qu'une DLL, c'est-à-dire un petit programme qui est fabriqué par Microsoft, oui. Vous ne pouvez pas avoir la source. Si vous la demandez, vous êtes coupable et vous risquez d'aller devant les tribunaux pour décompiler une DLL. Mais là, nous, on ne fait rien du tout. Ben non, mais nous, c'est ça on le ne fait problème. rien du tout. C'est que les politiques, les gouvernements n'interviennent pas sur ce terrain-là. De plus, nos données, en ce qui concerne l'aviation, sont aussi vendues à Amazon. Ça, c'est la semaine dernière. Enfin, il y a peut-être un mois ou deux, pas plus. Les données d'éducation nationale ont été utilisées, je sais plus si c'est Microsoft ou Amazon, je ne sais plus lequel, qui les a repris. J'ai vu que les données de santé avaient été vendues à Microsoft, c'est ce que vous disiez.
les systèmes de reconnaissance faciale, ils appartiennent au privé. Donc quand le ministre de l'Intérieur dit « ouais, moi j'ai équipé », mais il a acheté au privé. Donc, et comme je ne pense pas que Darmanin soit assez futé pour savoir comment ça fonctionne, eh ben ça veut dire qu'on est complètement prisonnier du privé. Dans la gueule du loup aussi. Et oui, on se met dans la gueule du loup, tout à fait d'accord avec vous. Qui voudrait le défilé d'Aragon sur. Je dirais plutôt que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a plutôt une espèce de course-poursuite en matière de régulation, puisque d'un autre côté, on a l'exemple du règlement général de protection des données qui a été élaboré au niveau de l'Union européenne, dont on sait très bien les limites, mais qui n'empêche, a été élaboré, a été voté, est mis en place et est regardé de près par, y compris les GAFAM, qui voudraient bien que son action, son effet soit réduit, mais ça montre qu'il y a des choses possibles. Alors simplement, donc, la question c'est de savoir, est-ce qu'on est comme à propos de la sécurité des appartements, est-ce que c'est toujours une course-poursuite entre celui qui fracture la porte et celui qui va mettre une sécurité? Bon, on ne sait pas, mais les choses ne sont pas bouclées. Non, je suis d'accord. On a des possibilités. Voilà, on ne va pas conclure avec des grands mots sur l'histoire, mais vous voyez bien que ce n'est pas complètement fini l'affaire. Au fil de ce qui vient d'être dit, c'est dire qu'il faut élever notre niveau de vigilance par rapport à ces questions-là. Moi, je prendrai deux exemples. Aujourd'hui, la sécurité sociale place des données des assurés sociaux dans des grands centres de traitement. Or, ils sont situés sur le territoire national ou ailleurs. Ça a peu d'importance finalement, parce que je crois que pour la maladie, ça se trouve en Allemagne, et pour les caisses d'allocation familiale, c'est aussi dans un autre pays. Mais au-delà de ça, c'est de dire que ces données, aujourd'hui, peuvent être consultées, voire à rapport au massacre à Gaza. Le fait qu'effectivement les cibles étaient présélectionnées par un système d'intelligence artificielle. Et donc, y compris les militaires ont témoigné dans le journal Haaretz, en disant qu'au départ, ils ne mesuraient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'on leur disait, il y a un degré de co-létalité, c'est-à-dire si on fixe telle cible, on peut tuer 10 ou 15 personnes en même temps, mais au départ, ils n'avaient pas compris ça. Et donc, on appuyait sur le bouton et on tuait, pour atteindre la cible, 10 ou 15 personnes à côté, mais peu importe, puisque l'instruction leur a été donnée en quelque sorte. Donc il apprenait comme dans la chaîne de commandement quelque chose qui avait dû être réfléchi par quelqu'un. Or c'est pas vrai, ça avait été réfléchi par personne. Enfin si, ça avait été réfléchi par certains. On avait donné une échelle de co-mortalité sur les cibles. Et le gars qui était à la commande, il appuyait sur le bouton et puis un avion décollait, ou un drone décollait et on balançait le missile, etc. Et pareil, ça apparaît aussi, d'ailleurs il y a des militaires qui sont aussi soignés sur soignés par des conséquences de leurs actes lorsqu'ils en prennent conscience, c'est des pilotes de drone. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la perception de la réalité comme celui qui était sur le terrain. Sur le terrain, et donc on a une cible, il y a une instruction, on appuie sur un bouton et on ne se rend pas compte. C'est un peu le système du jeu vidéo. Donc on a intérêt aussi à élever le niveau de la vigilance éthique par rapport à ces questions-là, parce que cette déshumanisation qu'on a sur des cas extrêmes, on peut aussi l'avoir dans d'autres domaines, à caractère de notre quotidien. C'est pas, on peut imaginer qu'il y a des systèmes comme ça d'expulsion de locataires, au lieu que ce soit traité par une commission où on va peser le 1. Non, il manque tant de loyers, tant de ci, tant de là, on appuie sur le bouton et on envoie expulser les gens. Pour la gestion de son personnel, ça s'est traduit par, à la seconde près, le calcul du temps qu'il prend pour aller aux toilettes, etc. Et ça a conduit d'ailleurs à virer des salariés pour des détails. Mais c'était l'IA qui tranchait. Le DRH, c'est pas moi, c'est l'IA. Voilà, point barre. C'est tout à fait ça. Oui. On voit bien d'en faire une question politique. Exactement. Une question démocratique. Parce que, bon, petite remarque, tu t'es moqué allègrement de ChatGPT, de ces bêtises. Oui. Mais on est qu'au début, là. Ah oui. On est qu'au début. Oui. Tu parlais de la boîte noire qu'on ne peut pas connaître, qu'on ne peut pas maîtriser. Enfin, on n'est qu'au début de tout cela. Et donc, s'il n'y a pas une prise en main par la démocratie,
par la politique au sens noble du terme. Où va-t-on? Où va-t-on si on laisse ça entre les mains là, de quelques GAFAM, de quelques personnes seulement? Donc là, je pense, et je veux dire simplement, vous voyez, notre séance a toute sa valeur là, hein, parce que faire partager la connaissance de cette question, avec toutes ses conséquences, hein, comme tu l'as très bien fait, hein, je pense que ça, c'est politiquement très important. Très, très important. Voilà, moi, c'est la conclusion. Enfin, c'est pas la conclusion, hein, mais c'est la remarque que je voulais faire. Je voulais conclure sur ça. Juste une citation que je n'ai pas faite, c'était toujours ce journaliste d'Arrêt sur Image qui disait « Ne reproduisons pas l'erreur du smartphone, outil dont personne ne peut plus se passer aujourd'hui, mais que personne ne comprend, faute d'éducation critique. » Et lui, son truc, c'était de dire « Il faut aujourd'hui que dans les lycées, il y ait des hackers pour qu'on fasse comprendre aux gamins comment ça fonctionne, les dangers de ça, etc. » Voilà. Qu'ils n'en soient pas prisonniers. Alors qu'on dit aux élèves à utiliser ChatGPT, ça c'est pas malin, mais c'est autre chose. Voilà. Il y a Michel qui veut parler. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Je pense qu'effectivement, il y a un problème politique qui est posé, là, qui est extrêmement important. Mais le politique, les politiques s'emparent de ça. Ils ne sont pas étrangers du tout au mode de développement de ce type de technologie dans le monde. Ils en tirent profit et ils servent cette puissance. Donc, et par ailleurs, je ne crois pas qu'en soit la multiplication, le remplacement des GAFA par 200, 300, 400 entreprises va régler le problème. On a bien un problème démocratique fondamental qui est posé, un problème de conception de la politique qui est posé. Et je crois que dans le monde, les forces progressistes aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du problème. Elles ne sont pas. Quelles sont les contre-propositions? Est-ce qu'on a une vision de l'organisation du monde demain, ou des propositions, hein, on va parler de modèles, mais des propositions qui répondent à ce type de questions? Moi, je n'en vois pas. J'en vois pas. Et ça, c'est un véritable drame. Dites-moi s'il y en a, hein. Moi je veux bien l'entendre, hein, mais j'en vois pas. Il me semble en particulier que ce problème pose, enfin, ces réalités-là, posent des questions qui sont des questions qui ont trait à la gouvernance mondiale, à l'organisation mondiale des politiques. Exactement comme le nucléaire, comme la question de la bombe atomique pose ce type de problème. Exactement comme la question de la gestion de l'environnement et de la gestion de la crise de l'environnement pose ce type de problème. Et je n'entends pas de voix progressiste qui s'exprime et qui propose sur ces questions. J'en entends pas. Je n'en entends pas. J'entends des discours qui sont très respectables, très intelligents, chargés de beaucoup d'humanisme, etc. Mais sur le fond, les institutions, c'est quoi? Comment on fonctionne? Comment demain, quel va être demain le statut de l'individu dans cette société qui se prépare et qu'on veut empêcher de voir émerger? Donc il faut qu'on ait un contre-modèle de société à l'échelle de la société qui se met en place. On a une entreprise mondiale de manipulation qui se met en place. Manipulation et comment dire, contrôle permanent également. Hein. Contrôle permanent de tout le monde. Je vois même que certaines illusions peuvent exister par rapport à des pays dits progressistes qui appliquent massivement ce type de technologie aujourd'hui dans leur territoire, avec leurs citoyens. Enfin, la Chine, de ce point de vue-là, est quand même un exemple tout à fait inquiétant de l'application des découvertes récentes de l'IA en matière de gestion de la société. Il me semble. Hein? Ok.